Valentin qui a 19 ans, Mathis qui a 20 ans. Comment est-ce que vous êtes devenu entrepreneur? Comment est-ce que ça se passe pour vous? Qu'est-ce qui me rend heureux? Ça serait de réussir des choses professionnellement, de toujours avoir des objectifs, de toujours aller vers l'avant. T'es obligé de toujours vouloir plus, ce qui est humain. Sauf que quand tu veux plus, tu te contentes jamais de rien. Si vous avez besoin de faire la promotion de vos sites de sextoy, etc., sachez que nous sommes maintenant compétents et on maîtrise l'outil publicitaire de Pornhub. C'est le business plan de PayPal. Ok. Ils bloquent ton argent et après ils t'en font ce qu'ils en veulent. On dépense 1500 € par jour de pub et on fait 4000 € de chiffre d'affaires par jour. Bonjour à tous. Bonjour à Bonjour. tous. Putain, c'est bien, on putain, fait le une départ intro en fanfare. On se dit bonjour, ça fait 1 heure en disque. Ah ouais, d'un coup c'est trop bizarre. Bonjour, enchanté les gars, comme si on ne se connaissait pas. Sujet du podcast d'aujourd'hui, et c'est pour ça que vous êtes là tous les deux. On veut parler de la jeunesse qui entreprend, on veut parler de d'être entrepreneur à 19 ans, à 20 ans. Donc Valentin qui a 19 ans, Mathis qui a 20 ans, mais finalement vous n'avez que quelques mois d'écart. Le but c'est un peu de voir un petit peu comment est-ce que vous êtes devenu entrepreneur, comment est-ce que ça se passe pour vous, voir si vous avez déjà des anecdotes, voir un petit peu comment est-ce que finalement un public qui est à votre âge ou même plus jeune peut s'identifier et se dire en fait si eux le font, je peux aussi le faire, etc. Comme je suis un super animateur, C'est vrai. j'ai préparé bien évidemment l'ensemble des sujets, même si on a l'autorisation de déborder. Enfin, vous connaissez un petit peu la chanson. Si vous voulez parler de votre vie sexuelle, vous êtes autorisé à le faire. Incroyable. Ça fait plus de buzz. Et d'ailleurs, je pense que ça intéresse même plus certaines personnes dans l'audience. Mais surtout, et ça je le dis pour vous, la dernière question de cet épisode est fabuleuse. Elle est incroyable. Donc restez jusqu'à la fin et vous pouvez déjà mettre un like parce que vous êtes déjà en train d'aimer cet épisode. Qu'est-ce qu'il est bon, Mais par contre, il est la fort, première question, elle, vous l'aurez compris, elle est un peu toute pourrie. Et en fait, c'est une introduction Est-ce pour que ça faire en sorte que, avant même de parler de vous, on va parler d'un sujet. Un sujet vaste, un sujet un peu chiant parce qu'il n'est pas du tout précis. D'accord. C'est quoi, les gars, pour vous, réussir sa vie? Oh là là. Tu commences, Valentin? Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. La suite. Justement, c'est un des sujets quand on se lance, c'est qu'on a peu de recul sur certaines choses. Donc c'est bien et pas bien, à plusieurs côtés. Mais du coup, on a peu de recul sur ça. Donc moi, c'est pour ça aussi que j'aime bien discuter avec les gens. J'aime bien discuter avec des gens plus âgés, comme Hugo, qui a 40 ans. Ça y est, direct. La balle perdue. Mais c'est vrai que justement, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Et donc moi, pendant longtemps, réussir ma vie, ça a été quelque chose de financier. Ça l'est toujours, mais maintenant, ça se tourne plus vers quelque chose de plus spirituel, de plus profond. Déjà, Déjà, ouais. C'est ouf. ils vont tous plus vite que nous. Ouais. mais je pense que c'est quelque chose qui évolue constamment et tu peux pas savoir maintenant. Et c'est vrai que c'est un des seuls défauts quand on est entrepreneur, justement, c'est qu'on peut pas savoir ce que ça veut dire réussir sa vie. Mais là, pour moi, actuellement, réussir ma vie, c'est marrant parce que hier soir, on me pose exactement la même question. C'est assez fou. C'est vraiment, je me suis entraîné, vraiment, on m'a pas posé la même question. Il y a eu le Vraiment, fait. ouais, Il y a déjà eu une pré-réflexion Ouais, là-dessus. c'est ça. Non, Et, mais ça et qui est- pourtant, c'est toujours un peu confus. Ouais, C'est ça. pourtant, je cherche mes mots. Mais et j'ai répondu quelque chose qui était vraiment simple. C'était juste de faire ce que je veux, vivre ma vie. De dire, tiens, si j'ai envie de faire ça, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Si j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même, je le suis. Si j'ai pas envie d'être la meilleure version de moi-même, je le suis pas. Et moi, ça passe plus par là. Le droit de choisir. Et complètement. Et après, le côté financier, bien gagner sa vie, pour moi, ça en fait partie. Ça en fait complètement partie. Tu peux pas dire. Enfin, tu peux réussir ta vie sans beaucoup gagner ta vie, en étant très riche, tu peux. Mais pour moi, c'est pas. Ça rentre pas dans ces critères-là. Dire oui, j'ai réussi ma vie, mais financièrement, ça va pas, mais bon, j'ai quand même réussi. Non. Donc, moi, je le vois comme ça aussi. Peut-être Mathis, tu as une réflexion plus poussée que moi. Je suis pas sûr. Mais Il n'y a pas de bonne réponse, de toute façon, les complètement. gars. maintenant, si je dois répondre à la question, réussir sa vie, je pense qu'avant tout, c'est être heureux. C'est un peu banal de dire ça. Mais maintenant, du coup, c'est chercher qu'est-ce qui Tu nous regretteras, c'est vrai que j'aurais pu dire ça. c'est chercher qu'est-ce qui nous rend heureux. Et en tout cas, moi, personnellement, qu'est-ce qui me rend heureux? Ça serait de réussir des choses professionnellement, de toujours avoir des objectifs, de toujours aller vers l'avant. Et c'est ça, pour moi, la quête du bonheur et du coup, finalement, de réussir sa vie. C'est toujours d'avoir une direction qui nous plaît, qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes et d'accomplir des choses qui vont finalement remplir notre cœur de bonheur. Wow. Et ça peut passer effectivement par le travail. Je pense que moi, réussir ma vie, ça passe par une réussite professionnelle, mais ça passe aussi par une réussite par exemple, familiale, amoureuse, etc.
Voilà. Très bien, très bien. J'aimerais bien rebondir sur quelque chose qui est intéressant. Rebondir. C'est que justement, tu disais en quête de quelque chose, donc toujours chercher plus, mais du coup, c'est ça aussi qui est assez compliqué, c'est que pour bien réussir, tu es obligé de toujours vouloir plus, donc ce qui est humain, toujours vouloir plus. Sauf que quand tu veux plus, tu te contentes jamais de rien. Donc là est le sujet. Et je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. Je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Je trouve ça hyper intéressant. C'est faut être content, mais jamais contenté. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ça, je pense que ça permet de trouver le juste milieu entre toujours avoir des objectifs et en même temps être content. Ouais, savourer. Les petites victoires complètement, savourer les petites victoires complètement, ce qui est un peu important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, surtout dans le game de l'entrepreneuriat, tu as quand même beaucoup de gens qui effectivement en fait, sont des éternels insatisfaits parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce que tu viens d'évoquer, en fait, d'être content aussi du chemin parcouru et de se satisfaire, de regarder un petit peu tout ce qui a été fait, de prendre du recul et faire bah ouais, je suis fier de moi et c'est déjà pas mal. Et ils sont toujours dans la projection et effectivement c'est pas une des clés du bonheur, c'est une des clés de la réussite financière et professionnelle. Et t'es obligé d'être comme ça. Et t'es peut-être obligé d'être comme ça en partie pour que ça fonctionne, mais en tout cas c'est pas l'une des clés du bonheur d'être jamais content. Effectivement faut prendre le temps de dire bah c'est déjà cool ce qu'on a fait. Puis surtout un peu une petite leçon d'humilité de savoir que ben t'es rien dans l'univers. Exact. Et au bout d'un moment juste faut aussi profiter du ouais, c'est déjà pas mal ce que t'as fait et tu seras jamais le meilleur dans tout. Il y a toujours c'est une quête infinie. Ouais. Et ça, elle est stimulante, mais par contre, elle ne peut pas être gagnée. Et donc, si jamais tu n'arrives pas à prendre du plaisir sur le chemin et que tu attends juste l'arrivée, alors que l'arrivée n'arrive jamais, bah, tu vas juste être malheureux toute ta vie et c'est sans doute pas l'objectif. Par contre, tu peux être très malheureux avec beaucoup, beaucoup de pognon, mais c'est pas hyper intéressant. Complètement. Je suis totalement d'accord. Réussir sa vie, Romain. T'as une Rolex au poignet, sans leur truc de spiritualité. Justement, c'est pas du tout ça dont on parle et je pense que je te rejoins sur le chemin. C'est-à-dire que on connaît trop de personnes, je sais pas si vous en connaissez, qui cravachent comme des cons dans un travail qui leur plaît pas en se disant ouais mais à la retraite, moi j'ai connu ça. Même dans ma famille, etc. Des gens qui disent mais à la retraite je vais profiter. Ou j'ai aussi un couple d'amis qui travaillent, qui prennent jamais de vacances. Ils ont mon âge, ils ont la quarantaine, bonne quarantaine tassée, mais ils ont fait l'immobilier, donc on va sans doute en parler tout à l'heure, donc c'est cool, mais en fait ils ont tout mis dans l'immobilier en se disant mais plus tard à la retraite, on va profiter. Et je me dis mais c'est tellement dommage parce que tu sais pas ce que la vie te réserve, tu peux avoir un cancer à 45 ans, tout bête, te faire renverser par un bus, il paraît tellement de choses, et si tu prends pas de plaisir pendant toutes ces phases qui sont en fait les meilleures années de ta vie, on va dire jusqu'à 50 ans, grosso modo, on pourra définir les choses, j'irais même jusqu'à 40. C'est vraiment les meilleures années de ta vie où physiquement t'es au mieux en fait, de ta forme, etc. T'as pas encore les pépins de santé normaux, je parle même pas d'une maladie, etc. Mais t'as pas les pépins de santé normaux que tout le monde va connaître. Voilà. Et quand je vois par exemple mes parents qui ont énormément travaillé aujourd'hui, mon père était entrepreneur, donc il a beaucoup travaillé, ma mère était prof, mais là aussi beaucoup travaillé évidemment, je dirais à son niveau en tant que fonctionnaire, etc. Mais n'empêche que c'était quand même un travail où elle prenait vraiment ça à cœur. Les corrections le soir, les machins, etc., les préparations, Mais et finalement, je me dis, aujourd'hui, ils peuvent vraiment profiter parce que c'était leur but. Et en fait, ils ont plein de problèmes de santé qui font que, en fait, ils peuvent pas profiter tant que ça. Par exemple, ma mère, elle doit faire des injections dans l'œil d'un truc. Enfin bon, c'est pas un truc extrêmement grave, mais tous les mois. Donc en fait, ils peuvent pas partir plus qu'un mois. Tu vois, des trucs comme ça. Et ça me donne toujours la leçon de me dire, mais profitons en chemin. Et si tu sais, donc toi, vous avez tous les deux en fait vraiment le bon âge pour déjà comprendre ça, de se dire, mais c'est maintenant qu'on doit prendre du plaisir. Et c'est toujours un équilibre la vie, quoi. C'est-à-dire que tu dois prendre du plaisir et travailler pour continuer à pouvoir prendre du plaisir en fait pendant toute la durée du chemin jusqu'à la fin de ta vie. Et si je peux ajouter quelque chose là-dessus, je pense que réussir sa vie, c'est aussi réussir à se connaître soi-même, ce qui n'est pas évident, c'est-à-dire soi-même pour soi, pas pour autrui, parce qu'il y a aussi des gens qui veulent réussir leur vie, en fait, c'est une question d'ego en se disant oui, mais parce que voilà, j'ai une Rolex au poignet, j'ai une belle bagnole, etc. Donc quelque part, dans le regard des gens, j'ai réussi ma vie, mais est-ce que vraiment tu es heureux au final, pour reprendre ce que tu disais. Et réussir à se connaître, tu as des gens, et ils sont très heureux, ils ont réussi leur vie parce qu'ils sont bergers dans les Pyrénées, ils vivent dans une cabane, j'en sais rien. C'est pas une question forcément d'argent, c'est réussir à se connaître soi-même et être en raccord avec soi en fait. Je pense que ça c'est quand vraiment sur ton lit de mort tu peux dire ok, j'étais raccord avec qui j'étais, je me suis donné rendez-vous et j'ai compris qui j'étais. Je pense que c'est une belle étape. Après l'argent, oui évidemment c'est le petit chocolat
Là, c'est la petite, c'est le Cerise sucre, sur le gâteau, c'est le ouais, sucre bien sûr. qu'on saupoudre, etc. Je trouve Ça- très intéressant ce que tu dis, même sur la retraite. C'est ça qui fait aussi que nous. Excuse-moi. C'est ça qui fait aussi que nous, on se lance assez tôt. Ce qui fait que dans le temps, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, on disait ça. On disait, bah tiens, tu vas bosser 30 ans dans la même boîte, ça va bien se passer, tu vas te faire des potes, tu vas boire des bières le week-end. Le soir, c'est le week-end, tu vas pouvoir profiter de tes enfants un tout petit peu. Et à la retraite, tu verras, tout se passera bien, ta maison elle sera payée, du coup, tu auras ta retraite pleine. Et c'était un système qui fonctionnait parce que la retraite fonctionnait. Nous, on l'a compris qu'on ne pouvait pas compter sur la retraite déjà. Déjà, quoi qu'il arrive. Même si, voilà, on ne peut pas. Donc, l'investissement aujourd'hui, c'est pas d'investir dans la retraite, dans le salariat, etc. C'est de se dire, bah tiens, il me faut donc de l'immobilier, du patrimoine pour plus tard. Ou alors, il me faut monter des business pour vivre ma vie maintenant, profiter maintenant, et me dire, bah tiens, plus tard, on verra. Et justement, profiter plus calmement quand tu as des problèmes de santé, et se dire, bah tiens, là, j'ai fait le maximum financièrement pour être au top, donc pour bien gagner sa vie, pour être en bonne santé et pour plus tard quand tu as des problèmes de santé, voilà. Et moi, j'ai l'exemple dans ma famille, hein, mes grands-parents travaillaient toute leur vie, ils étaient à la retraite, maladie, t'arrives, tu profites pas et tu te dis, bah tiens, bah alors oui, j'ai une super belle maison, oui, je pars en voyage, oui, j'ai ci, oui, j'ai une belle voiture, mais pourquoi faire en fait? Et, je suis complètement... et ça, c'est l'ancienne génération, et c'est pour ça aussi qu'il y a un décalage à ce niveau-là, c'est parce qu'on en parlait tout à l'heure, comme c'est quelque chose qui évolue. Déjà, on n'en parlait que quand tu as 5-6 ans d'écart, ça évolue, alors quand tu as 20 ans d'écart. Comme aujourd'hui, le monde du travail est complètement différent, bah en fait, tu peux pas... Tu es obligé de... Comment dire de... Je perds mes mots. C'est difficile aujourd'hui d'avoir une génération qui conseille bien la suivante. Exactement. Justement parce que le marché a tellement évolué. En fait, moi, je sais que nos parents ne pensent pas à mal quand ils essayent d'évoquer, mais en fait, il faut que tu fasses ces études-là, etc. Il faut que tu sécurises et tout. Et en fait, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de projection de retraite, etc. Nos règles du jeu ne sont plus les mêmes. Et depuis, on va dire, la nuit des temps, le monde a évolué, entre guillemets, doucement. Il y a toujours eu ce rapport de les vieux sages qui conseillent la nouvelle génération parce qu'ils connaissent la vie. Et on est dans un truc un petit peu singulier dans l'histoire de l'humanité, je pense, où Internet est arrivé entre les deux et a chamboulé le monde. Et où tu as peut-être donc toute une génération au-dessus qui n'est pas de bons conseils. Et ça doit être horrible déjà. Bon, c'est horrible pour ceux qui reçoivent les mauvais conseils parce que du coup, ils arrivent avec une croyance que ça va bien se passer en appliquant ce schéma-là et ça se passe pas correctement. Et à côté de ça, une frustration peut-être d'une génération complète à qui il était évident que quand tu vas prendre de l'âge, tu prends de la place. Moi, je me rappelle une discussion avec notre père. Parce qu'on est frères, pour la petite explication. Ça, on n'a pas expliqué. D'accord. Et qui nous expliquait que justement dans les boîtes, quand il avait 20 ans, on leur expliquait non mais vous serez cadre supérieur après 10 ans de boîte, etc. Et là ils arrivent dans des stades où ils sont censés être au bout de leur carrière et les boîtes recrutent des gens de 25 ans pour les mettre cadres parce que les besoins ont changé. Et on dit non mais vous n'êtes pas à l'aise, vous avez 55 ans, avec le digital, avec tout ça, vous n'êtes pas bon. Maintenant, c'est de ça dont on a besoin. Et du coup, c'est des gens de 20 ans qui viennent former ceux qui ne peuvent pas virer. En mode, bon, voilà, on va faire venir des gens de 20 ans, ils vont vous former au digital. Et puis après, du coup, vous allez enfin être à nouveau efficaces et utiles. Et donc, je pense que des deux côtés, tu as une génération à qui on a fait des promesses et où elles ne sont pas respectées. Et où, en fait, il y a une frustration qui s'installe. Et puis, ça laisse place à des discours du genre, quelle bande de petits cons, tout cela. Vous savez rien, vous croyez tout savoir. Voilà. Et de l'autre côté, notre génération qui va être en mode non mais attends, ils me disent de faire ça, c'est le pire conseil du monde, c'est des vieux cons. Et je pense qu'en fait, c'est juste que les règles du jeu ont changé très vite et en un court laps de temps et que ça a chamboulé tout ça, quoi. Je pense qu'il y a eu aussi en fait, le fossé réel entre les générations passées et les générations d'aujourd'hui où Internet a changé la donne. C'est que par le passé, d'ailleurs mon père me le disait souvent, lui il était entrepreneur, il avait une boîte assez grosse, mais je pense qu'il a pris du plaisir dans ce qu'il faisait, mais c'était avant tout un boulot. C'est-à-dire que grosso modo, il m'a toujours répété, le travail c'est pas fait pour être marrant, le travail c'est fait pour gagner sa vie. Mais c'était la mentalité normale d'avant,
déjà, tu n'avais pas cette ouverture sur le monde. Tu pouvais pas prendre ton ordinateur et te barrer à Bali, tu vois, ou sur la plage, Ouais, ça va. en bossant. Non, mais c'est vrai, comme tu l'as fait, tu vois. Mais je bosse, hein. Ouais, mais ça n'existait pas avant, c'était pas possible. Ouais. Tu bossais forcément dans un cadre. Tu pouvais, partir sur Paris, tu pouvais aller travailler à Bordeaux, tu pouvais faire des choses comme ça, évidemment, mais tu restais en général dans ton pays, dans ton patelin. Et tu reprenais soit la boîte de papa, si papa avait si tu avais la chance d'avoir quelqu'un dans la famille qui avait une entreprise, ou alors tu faisais des études, tu étais comptable, etc. Mais tu visais pas. Tu visais quoi? Tu visais le salaire. Combien j'ai de vacances cette année? Ah ouais, il y a 5 semaines, puis quelques jours. Ils ont des primes. Hein. Ce que tu disais tout à l'heure, en off tout à l'heure sur le BTP. On en reviendra tout à l'heure. Mais voilà, et tu pensais que à travers ce prisme-là, en fait, mais tu pensais jamais travail égale plaisir. J'ai envie de faire un truc qui me plaît et je gagnerais ma vie avec ça. Très peu de gens pouvaient le faire. C'était des artistes. Et il y avait finalement beaucoup d'appelés, peu d'élus. Quoi, hein. Il y a peu de gens qui peuvent se dire « je suis comédien, je gagne bien ma vie », ou des chanteurs, etc. Donc, et c'était les seuls boulots en fait, où tu pouvais te dire « non, moi je veux le plaisir d'abord, je veux d'abord aimer ce que je fais et on verra si ça marche ». Et en général, les gens disaient « ouais, enfin bon, c'est un artiste, mec. » Mais c'était pas le but. Le but, c'était le travail, c'était dur. Et c'est fait pour être dur. C'est pas fait pour être marrant. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui a changé. Les gens, aujourd'hui, ne refusent ça en se disant, mais en fait, non, j'ai envie de faire un truc qui me plaît. J'ai envie de faire un truc. Et aujourd'hui, tu peux faire un truc qui te plaît et en plus gagner beaucoup plus d'argent que ce que tu pouvais gagner avant dans un travail normal. Mais c'est très, très intéressant. J'ai une très bonne amie où, pareil, son père entrepreneur, mais entrepreneur comme ton père, ancienne génération, très grosse boîte, voilà. Et elle s'est lancée aussi, donc elle a monté son entreprise et voilà. Elle travaillait chez Barnes, donc elle avait un bon poste. Et elle a dit, bah écoutez, non, j'arrête pour monter ma boîte, etc. Et quand elle a dit à son père, il lui a dit, elle lui a dit, oui, mais regarde, chez Barnes, voilà, les gens sont pas hyper sympas. Enfin, elle a décrit le monde d'entreprise normale, exactement, où les gens se parlent dessus, etc. Et elle a dit à son père, mais oui, mais regarde, les gens me parlent mal, sont pas sympas. Ils sont hypocrites, voilà, moi ça me plaît pas, je préfère travailler avec des gens qui me plaisent, faire ce que je veux, gagner l'argent que je veux, voilà. Et lui, il lui a répondu exactement la même réponse que toi, il lui a dit mais le travail n'est pas fait pour prendre du plaisir. Tu prends pas du plaisir au travail, c'est pas fait pour ça. Et là, c'est là, parce qu'elle a toujours eu un peu en mentoring son père, et là, c'est là que c'est dit, mais en fait, déconnecté de la réalité complète. Et enfin, t'es déconnecté, mais malgré lui. Ça revient à ce que tu disais. Ouais, les règles du jeu ont changé. Ouais. Complètement. Et c'est exactement ça. Mais je regardais ça aussi sur le mentoring. Ce qui est assez intéressant, c'est que... je sais plus qui c'est qui disait ça encore une fois. C'est qu'il faut jamais trouver un mentor de plus de 2 ans, 3 ans de business que toi. Parce que... Enfin, t'as jamais vu un enfant de maternelle avec un mec de 60 ans le coacher? J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça, mais mais pas dans le contexte. On n'a pas les mêmes écoles. C'est autre chose. Non, mais t'as jamais vu un mec de 60 ans conseiller à un mec en maternelle, bah tiens, fais ci, fais ça. C'est impossible. Et pourtant, dans le business, il y a des mecs de 60 ans qui coachent des mecs de 19 ans, bah tiens, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Et c'est complètement débile parce que, comme tu l'as dit, les règles du jeu ont complètement changé. Et tu ne peux pas se fier en fait à cette génération-là, surtout qu'il y a eu la bulle internet qui creuser en fait complètement la frontière. Je suis complètement d'accord. Après, voilà, il y a des petites singularités sur des concepts, où là effectivement on peut quand même entendre la génération d'au-dessus, mais c'est vrai que sur des conseils purs et durs, société, comment vivre sa vie en société, le monde du travail, tout ça, il y a plus de bon sens. Encore que des gens qui arrivent très bien. Moi je trouve que par exemple à ton âge, les 12, je connais quand même beaucoup de gens de 79 ans qui sont pas du tout aussi connecté aux nouvelles règles du jeu que toi. Toi, t'es carrément... Donc, en fait, il y a encore des contre-exemples, et heureusement. Et donc, voilà, la grande majorité des gens, effectivement, vivent dans leur temps et n'ont pas forcément pris le chemin, pas pris le train au vol, quoi. Donc, n'arrivent plus à suivre les nouvelles règles du jeu. Après, j'aime beaucoup cette notion du travail, comme disait par exemple le père de Romain, le travail, c'est pas forcément un moment de plaisir. Et pour, je pense, obtenir quand même certains résultats, il faut, de temps en temps, être dans cette démarche-là de ce que je fais, ça me plaît pas et je suis obligé de le faire et c'est ce qui va me faire avancer. Et je pense qu'on a quand même du mal à progresser si on se contente toujours de faire ce qu'on aime, parce que forcément, moi je reste quand même en partie d'accord avec cette notion de le travail, c'est pas tout ce qu'on aime. Ouais. On adore une passion, mais le travail, à part si c'est ta passion, je sais pas, t'adores le tennis, tu deviens prof de tennis, tu vas peut-être adorer ton travail et tu vas peut-être tout adorer, et encore j'en doute. Je pense qu'on a besoin ça fait partie de la discipline de des fois savoir faire des choses
qu'on n'aime pas faire. Bien sûr. Et c'est la belle parole, je trouve. Je dirais qu'en fait, là, ce que tu décris là, plutôt, c'est le sens de l'effort. C'est-à-dire que grosso modo, même si tu joues au tennis, c'est ta passion, parfois tu as mal aux jambes, etc. Puis il faut aller t'entraîner, tu vois. Ou tu vas taper contre un mur pour essayer de vraiment travailler ton revers pendant des heures. Et c'est super chiant, tu vois. Mais tu as le goût de la discipline et tu as le goût de l'effort. Quand tu cours, par exemple, moi je déteste courir. En ce moment, j'essaie de m'y mettre un peu. Mais quand je cours, tu vois, est-ce que j'aime ça pendant que je cours? Tu sais, quand c'est vraiment, tu atteins un peu tes limites et là tu te forces et tu dis, allez, encore 2 km, putain. Je déteste ça en réalité. C'est un effort. Mais après, je suis content de l'avoir fait, tu vois. Ouais. Et je me dis, bon, le sport, c'est un peu ça en général. On s'inflige une souffrance physique, mais qui nous fait progresser. Et on se dit, j'adore le sport. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est trouver la thématique dans le travail qui va te plaire. Parce que, par exemple, si demain, moi, je suis comptable, je sais que ça me plaira jamais, tu vois. Je sais que je vais jamais trouver de plaisir. C'est pas du tout mon truc. Par contre, je pense qu'il y a des boulots, en fait, où oui, tu l'as dit, pour progresser, par exemple, en e-commerce, tu es obligé de passer beaucoup de temps. Tu es obligé de faire de la gestion, tu es obligé d'apprendre des choses, etc. Je le savais. Voilà. Mais la finalité, la thématique entre guillemets, de ton travail, le e-commerce, te plaît. Et donc, tu es prêt à dédier en fait, un temps et des efforts, pas physiques, mais enfin des efforts intellectuels, parce que l'univers te plaît en fait. Je pense que c'est ça. Il faut distinguer peut-être aussi l'effort du travail, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Complètement d'accord, je trouve ça très très intéressant. Bah parfait, on passe à la question. Arrêtez de rebondir, on arrête, c'est bon, on avance. Non, vas-y. Et je suis complètement d'accord, et ça revient j'étais moins d'accord avec ce que tu disais, et toi ce que tu as dit, je suis complètement d'accord. Il y a cette notion d'effort. Et cette... c'est pas une compétition, mais voilà. Allez, des points à la fin. Le public va voter. Et il y a cette notion dans l'entrepreneuriat, c'est vachement ça. Moi, je mets ça, j'aime bien grossir les traits, de sacrifier le moment présent pour plus tard. Mais ça peut être sacrifier 1 heure pour dans 1 heure être content, donc par exemple au sport. Et je vois complètement ça comme ça. Et souvent, quand tu fais l'inverse, c'est toujours ce delta-là. C'est-à-dire que c'est toujours, soit tu dis, je prends du plaisir maintenant, mais après, je vais avoir la descente et je vais être moins content. Soit je suis moins content maintenant, mais après, ça va me faire plaisir. Et c'est ce goût de l'effort. Et c'est exactement ça, le goût de l'effort. Et je suis complètement d'accord avec toi. Je suis très d'accord, mais c'est le goût de la discipline. Et toi, en fait, vous dites la même chose, juste que toi, tu vois ça comme c'est complètement. Ouais, moi, j'étais assez d'accord avec Romain. Ok, ouais. Ça rejoignait un peu ce que je voulais dire. Ouais, c'est ok, ouais. Dans la manière de faire quelque chose qui te plaît pas, ok. Ouais. Trop de bienveillance. Ouais, trop. Ça devient limite. Bien sûr, limite bienveillant le podcast. Waouh, coucou. Donc on va passer à la question suivante, qui n'est pas une question, les gars. Je vais vous inviter à vous présenter. Oui. Et je vais vous introduire avant de vous laisser vous présenter. Et donc, introduire rien à voir avec du coup, le contexte qui est en train de s'installer, on s'entend. Donc, Mathis, qui est mon petit frère, qui travaille, on travaille ensemble depuis maintenant 2 ans. C'est ça. Je te laisserai du coup évoquer après comment ça s'est passé pour toi. Et Valentin, qui est en fait un ami de Sofiane que vous avez déjà vu dans un épisode précédent. Et puis du coup, on s'est rencontrés rapido. Et puis on s'est dit, viens sur le podcast, ça peut être grave intéressant. Même si du coup, ça fait vous allez comprendre, un autre sujet conciergerie un petit peu, mais c'est pas forcément très grave, étant donné que là, le sujet du jour, c'est surtout aussi le fait d'entreprendre à votre âge. Après, conciergerie ou pas, tu pourras nous parler un peu de ce que ça t'évoque et de l'expérience que c'est. Mais c'est vrai que là, le sujet du jour, c'était justement comment on entreprend à votre âge. Et donc, je vous laisse la parole. Mathis, peut-être tu peux commencer sur comment on entreprend à notre âge, du coup. En fait, c'est plutôt ton parcours. Le parcours. Présentation. Ton parcours, comment ça s'est passé, qui tu es, pour que les gens puissent arriver à situer et te connaître un peu, quoi. Quand même, l'une des pierres importantes de mon histoire, ça reste quand même mon grand frère, donc toi, qui finalement a ouvert la porte à l'entrepreneuriat. Tu as commencé à entreprendre, je pense que j'avais 15 ans, 14 ans peut-être. Ouais, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Donc, tu as fait tout ton bout de chemin de ton côté, etc. Ça t'a très bien réussi, etc. Il y a une époque, putain, l'argent coulait à flot. C'était fou. Et donc, j'ai commencé à travailler avec toi à l'âge de 16 ans, 17 ans, où je faisais du SAV. Dis pas, il y a le fisc. Ok, pas bien, mince. Je travaille depuis 18 ans. Je regardais mon grand frère. 13 ans, on l'a mis sur le SAV sans être payé. Mais non, du coup, 16 ans, peut-être 17 ans, mais je crois que c'était 16 ans. Tu m'as légué le SAV d'une boutique en ligne. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour la première fois dans un milieu professionnel, parce que sinon, avec l'école. J'ai fait ça jusqu'à mes 18 ans, 19 ans.
Dans ces eaux-là, ouais. Dans ces eaux-là. Et finalement, en fait, je suis parti en études. J'ai fait 1 an d'études sup, un BUT technique de commercialisation. Intéressant, hein, je ne peux pas dire que je n'aimais pas mes études. Mais finalement, je me suis, moi, rendu compte que ce que j'apprenais dans ce cursus, je pouvais apprendre beaucoup plus en passant de l'autre côté, en travaillant directement dans un domaine qui m'intéresse beaucoup plus. Et encore une fois, avec des gens qui peuvent m'entourer, que j'adore, parce que du coup... Est-ce qu'il y a de la famille déjà? Il y a de la famille, il y a Félix, qu'on a déjà dû citer, qui est un ami d'enfance à Hugo, mais que du coup, moi, j'ai vécu aussi avec lui, enfin, je l'ai vu plein de fois à la maison. Et Clément, que Hugo connaissait aussi des jeux vidéo. C'est une belle histoire. Mais que j'adore aussi maintenant. Une équipe géniale. Et du coup, pareil, encore une fois, moi, je pense que j'ai eu un passage à l'action qui est beaucoup plus simple que beaucoup d'autres personnes. C'est dans le sens où tu avais fait une grande partie du travail rien qu'avec les parents. Être là, dire à ses parents, oui, j'arrête l'école, j'arrête les études pour me lancer dans l'entrepreneuriat, lancer un business, etc. C'est une étape qui est dure, on l'entend dans plein de vidéos. C'est souvent un moment important et qui change les choses pour plein de personnes. Et du coup, tu as quand même poussé tout ce chemin et tu m'as facilité les choses. Et c'est comme ça que maintenant, je travaille du coup dans l'e-commerce avec toi et toute l'équipe. Ça m'a ému. J'ai une petite question. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que les gens te disaient quand tu avais 16 ans, 17 ans, que tu travaillais et que tu disais ouais, je travaille avec mon frère, je fais ci, je fais ça. Ils le prenaient comment? Ils le prenaient, il y avait de la jalousie, pas du tout. Il y avait des gens qui te soutenaient. Ça se passait comment à ce niveau-là? Il n'y a pas vraiment eu de jalousie ni rien. En fait, il y a plus eu les gens ne me croyaient pas, en fait, finalement. Ils étaient là, ils écoutaient d'une oreille. Ils comprenaient pas que c'était possible. Tu étais Oussama Mar en fait pour les gens. Tu faisais des shorts. Anecdote, mais ce que tu racontais, c'est que tu avais sur le téléphone les notifications Shopify. Ouais. Déjà Génial. à 16 ans, et du coup, les gens, ils captaient pas. Ils comprenaient pas. Des fois, de temps en temps, ils posaient des questions, mais ils allaient pas. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui me paraissait quand même assez incroyable. Les gens ne s'intéressaient pas à ça. Je me souviens même d'une fois, parce que j'ai monté ici à 17 ans un projet, le Cendrier de Roger, c'était un site SEO, et quand même, ça faisait quelques ventes, etc. Et j'avais montré ça à ma prof d'SES, et elle a trouvé ça totalement lunaire. Et en fait, elle m'a pas encouragé là-dedans, elle n'a même pas posé beaucoup de questions. Juste à regarder ça d'un coin de l'œil, et elle fait ok, il fait ces trucs de nouvelle génération, c'est un peu bizarre. Des cendriers, Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais- Tu fumes, Mathis? Non, mais ok, tu vends des cendriers. Mais t'as quand même eu. Putain, c'est assez fou. C'est-à-dire que tu t'es levé un matin, tu te dis, bah, tu sais quoi, je vais présenter mon projet à ma prof de SES et elle va me soutenir. Je crois que c'est pas vraiment passé comme ça. Je crois Ok. que j'ai bossé en cours sur le projet, qu'elle a Que vu fais-tu, qu'elle est passée derrière moi, elle a fait qu'est-ce que tu fais, Mathis? Et après on a parlé. Enfin, elle a pas C'est forcément la mal première pris. fois que quelqu'un me disait juste, je joue pas à un jeu vidéo, non, je suis en train de bosser sur mon site e-commerce. ouais. C'est ça. Donc elle a pas forcément mal pris, mais en fait toutes les personnes avec qui j'ai pu parler au lycée et puis même pendant l'année d'études sup n'ont pas forcément apporté de considération, et j'avais l'impression que juste quand je leur parlais de ce que je faisais, comprenaient pas ce que je faisais et n'y croyaient pas. Mais sinon, pas de jalousie, mis à part que du coup j'avais quand même un salaire à partir de 16 ans et que ça aide pour le 15 000 € par mois. social. Voilà. Tu touchais le même salaire que la prof de SES, donc bon, tu vois, un peu relou quoi. Mais ça marche bien ton truc? Oui, 15 000 € par mois. Ouais, ouais. Ah. Ok, très bonne idée les cendriers. Et puis sinon, non, vraiment, ça s'est très bien passé. Il y a eu quand même quelques personnes dans mon parcours scolaire qui sont intéressées, mais en tout cas, j'ai pas eu de problème avec ça. Ok, mais c'est intéressant. Non, parce que je sais que moi, j'ai vécu ça. Je n'ai même plus critiquer des gens qui faisaient ça. J'ai beaucoup été comme ça aussi. Et donc c'est pour ça que je pose ça. Je trouve ça intéressant. Surtout que moi, j'avais pas trop de gens qui se lançaient dans ce milieu-là à mon âge. Donc j'aurais bien aimé justement voir ça, me dire putain, il fait de l'argent et tout, génial. Puis même les notifications Shopify, les gens ils devaient voir plus 900 €. C'est ça. Sachant que personne n'a ça sur son compte à ses enfants. Donc ouais, Ouais, bien sûr. Ça c'est paraît, fou. ça paraît Puis à lunaire. cet âge-là, tu comprends pas la différence entre chiffre d'affaires, bénéfices, tout ça. Tout ce que tu vois, c'est putain. C'est juste Il y a de l'argent des qui rentre. chiffres, hein. quoi. Ouais, C'est c'est l'argent qui complètement. rentre. Complètement. Et toi, du coup, Valentin, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Ouais, bien sûr. Alors bonjour à tous. C'est hyper solennel. De ouf. Je m'appelle Valentin, j'ai 19 ans. Donc j'ai monté ma première société à 19 ans. J'ai arrêté mes études pour ça.
J'avais aucun client, rien. Donc j'ai monté une conciergerie haut de gamme sur Paris. Et avec mon associé qui s'appelle Maxime. Si tu nous vois, Maxime. Te salue, Maxime. Maxime qui m'a dit mot pour mot, j'attends ton épisode. Parce que je lui fais mourir de rire à chaque fois que je parle. Et je crois que c'est tout, c'est assez rapide. Je suis très elevator pitch, tu vois, genre 30 secondes. Et comment, avant du coup, de lancer ta boîte à 19 ans, c'était quoi les quelques expériences qui sont notables? Ok, très bonne question. Faut savoir que donc, j'étais... on va remonter au collège, hein, comme ça va être... j'ai que 19 ans. Vu que j'ai pas 79 ans comme certaines personnes ici, tu vois, je peux me permettre... donc j'étais au collège, faut savoir qu'au collège j'étais pas un mauvais élève, pas un bon élève, juste j'aime beaucoup rigoler. Je pense que vous avez remarqué. Non, du tout. Non. Très aigri comme personnage. J'aime beaucoup, tu vois, le fait d'être en cours, etc. J'avais pas des mauvaises notes, mais voilà, j'aimais beaucoup rigoler, donc l'école, pour moi c'était déjà, donc pour moi je voulais même arrêter l'école, je me disais en vrai, ça sert à rien, voilà. Mais je me suis dit, tu sais quoi, j'ai fait un stage dans le bâtiment, donc stage de 3e, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller dans le bâtiment. Et aussi pourquoi je suis allé dans le bâtiment, parce que je viens d'une petite ville, et dans cette petite ville, toutes les personnes qui gagnent très bien leur vie, qui n'ont pas de diplôme, sont dans le bâtiment. Et donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu des belles voitures, les belles maisons, belles vacances, et les mecs te disent, ah non, j'ai arrêté l'école en 5e, j'ai des petits chantiers à droite à gauche. Tu te dis, mais mec, attends, mais comment ça? Donc tu te dis, bah tu sais quoi, ça me parle, j'y vais. Donc, je me suis retrouvé dans le bâtiment en bac pro, alors que en plus j'étais pris en général, hein, j'avais pas des mauvaises notes, voilà. Donc je me retrouve en bac pro, donc super expérience, voilà. Donc là je commence vraiment à travailler au chantier, torse nu, sur les toits de certaines maisons, voilà. Trop stylé. Donc ouais, de fou. Et là on fait une passerelle sur les premières expériences sexuelles. Ouais, voilà. Des femmes qui au même moment. torse nu, voilà, tu as mis dans ce soleil. Bon bah là je fais une rencontre. Elle a 40 ans, mais elle est entrepreneuse et là je comprends des choses. Super histoire. J'adore. Le mec va beaucoup trop loin. J'adore. Et du coup, je me dis, et comme tu as pu le remarquer, j'aime bien aller à fond dans ce que je fais. Donc je me dis, c'est quoi, bac pro, ça se passe bien, voilà. C'est quoi la suite logique? Bon, on m'a dit, bah, tu sais quoi, en bac pro, mec, tu peux faire qu'une suite d'études possible. C'est le BTS bâtiment qui est dans ton lycée d'ailleurs. Donc je fais les entretiens et tout, voilà, je suis pris. Et en fait, donc je suis passé de ouvrier au chantier à conducteur de travaux directement. Donc déjà, dans le bâtiment, j'ai vu pas mal de choses. Donc je me retrouve conducteur de travaux pour ne pas dire le nom de la boîte, chez Vinci Construction, qui est donc une filiale de Vinci Construction, à 17 ans, parce que je suis né en fin d'année, donc j'ai toujours un peu un an de retard. Donc je me retrouve 17 ans, du coup, conducteur de travaux. Donc là, expérience hyper intéressante, je rencontre pas mal de monde, que je salue d'ailleurs. On vous embrasse. On vous embrasse, très, très sympa. Et là, je me rends compte de pas mal de choses, du salariat, que ça me plaît pas, que c'est pas ça, travailler 40 ans, finir directeur dans 20 ans pour pas citer de chiffres, voilà, pour pas grand chose, et croire que t'es le roi du monde, boire des coups après le boulot, enfin moi ça m'intéresse pas du tout. Et du coup là je décide de me dire, bah faut que je trouve un business. Et donc là au même moment je rencontre mon associé, conciergerie, tiens tu veux faire ça, moi aussi, bah on y va, ouverture de société, démission, et c'est parti. Trop stylé. Donc et après, entre temps, ça c'est les grosses lignes, pendant que j'étais en bac pro, donc j'ai travaillé un peu dans la restauration, j'ai été barman. Après, j'ai toujours travaillé, voilà. Pendant mon BTS, j'ai travaillé au marché aussi. J'ai vendu des fruits et légumes. C'est peut-être pour ça que je crie. Il y a des restes. Il y a des restes. Et après, quand je me suis lancé, justement, ça qui est intéressant, c'est que comme je suis quelqu'un de hyper intelligent, comme vous avez pu le remarquer, j'ai été missionné. J'ai pas 1 euro, pas chômage, rien. Donc je me suis retrouvé le lundi matin. Bon, les gars, faut gagner de l'argent quand même. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire qui gagne bien, où je travaille que 1 jour par semaine ou 2 et je fais un salaire. Je me suis dit, bah tu sais quoi, restauration. Si tu es dans un bel établissement, tu prends des pourboires, en fait tu t'en sors limite mieux que des gens qui travaillent normalement, quoi. Et donc je me retrouve chef de rang. Savoir que j'ai juste été une fois barman dans ma vie, dans la petite brasserie, et je me retrouve chef de rang Il a un CV plus grand que moi. Ouais, c'est vrai. C'est des trucs différents. Ouais. Et en fait, je me retrouve chef de rang ça fait 8 fois que je le dis. Parce que justement, je cherchais les annonces, serveur, barman, voilà. Et là, d'un coup, je vois chef de rang donc dans un établissement à Boulogne-Billancourt. Je me dis, tiens, sympa, très bel établissement. Je les appelle, donc je tombe sur le manager, que je salue, incroyable ce manager. Salut des qui gens. qui me dit, où je l'appelle, je dis, écoute, il m'a dit, ah, t'as déjà été serveur? Je dis, écoute, je sais pas porter un plateau. J'ai jamais fait ça. Par contre, je parle bien, je présente bien et j'apprends vite. Il m'a dit, ok, bah passe au restaurant alors.
Je crois que c'est le meilleur manager que j'ai eu de ma vie. C'était vraiment trop fort. C'est-à-dire qu'avec lui, tout était fluide. Il faisait bosser des mecs comme moi, chef de rang. Donc ce mec-là, premier jour, il m'a dit Valentin, de la 10 à la 24, c'est toi qui gères. Et vas-y, go. Et je me suis retrouvé à gérer de la 10 à la 24. Et du coup, j'ai bossé pendant un mois ou deux comme ça. Et au bout d'un mois ou deux, je dis écoutez, moi c'est bon, j'ai fait mes sous. Là, mon entreprise, ça marche un peu mieux. Pouvoir me verser des salaires. Pouvoir me payer, au moins me rembourser, ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc voilà, et le manager me dit écoute Valentin, en vrai moi dans 3 semaines je démissionne, viens tu restes 3 semaines avec moi, comme ça, comme on s'entend bien, et tu vois, et c'est là aussi que je me suis rendu compte que peu importe ce que tu vends, ce que tu fais, les gens s'en foutent. Ils sont là pour toi, ils sont là parce que voilà, ils t'aiment toi, ils aiment ce que tu fais, ils aiment la manière dont tu le fais, et donc moi je lui dis écoute, avec plaisir. Donc j'ai travaillé 3 semaines en plus, pas gratos, du coup je t'ai payé, mais c'est pour le kiff. Ouais, et j'ai adoré. Sur le feeling, c'est pas forcément le meilleur move business ou quoi. Par contre, tu vis l'instant présent et, puis, ça te faisait plaisir. Puis tu te dis, c'est pour ça les gens même dans une entreprise, c'est ça qui change dans le temps, c'est que les gens restaient dans l'entreprise, pour le poste. Maintenant, les gens s'en foutent de l'entreprise. Les gens restent juste pour les personnes qu'il y a dedans, pour le manager parce qu'il est hyper sympa. Et tu te dis tiens, avec lui, je vais être hyper à l'aise et je vais rentrer chez moi, je vais pas être stressé. Et donc je me retrouve du coup chef de rang, ça se passe très bien, je fais les petits mois et tout. Et après un moment, je dis écoutez, je vais arrêter. C'est bien gentil. Et puis moi, je me lasse très vite des choses. Donc une fois que j'ai revu le truc, bon, c'est bon. Donc du coup, j'ai arrêté. Et là, du coup, je fais à temps plein. Là, t'es temps plein sur ton temps business. Temps plein, conciergerie, business, voilà, à fond. Là, on a arrêté la prospection. On est très dans la digestion. Ok, ouais. Donc il faut savoir, quand on s'est lancé en janvier de cette année, ça a été un peu on s'est lancé en janvier. C'est lancé, disons, on a commencé à travailler vers février-mars. Pour des raisons de vacances. Oui, il faut savoir que oui, confidentielles. Je suis un... Voilà. Il faut savoir que, pareil, j'ai ouvert la société donc le 22 janvier ou fin janvier, 22 et le 24, j'étais en train de skier. Et vraiment, le 1er février, j'étais vraiment au ski, quoi. Et vraiment, vraie anecdote. Et mon associé aussi est parti juste après au ski. Ouais, t'as dit, les gens, quand ils lancent un business, ils se disent, tiens, je vais trouver des clients. On se dit, non, viens, on va au ski. Vous, ça, c'est normalement, c'est censé être le moment du momentum où tu donnes tout ce que t'as, etc. Non, pas du tout. Bon, c'est bon, la société, elle est créée avant de nous détendre. Et donc, on est parti en vacances. Donc, on a vraiment commencé à travailler en février-mars. Donc, on a été beaucoup de prospection, plusieurs types de prospection. Qu'est-ce qu'on fait, notre offre? Vraiment évoluer, même la localisation. Et là, du coup, on a stoppé vraiment la prospection. On est à fond digestion, gérer. Et là, justement, on va être refocus. Justement, je pars demain en petit voyage, 3 petits jours à Marrakech, voilà, pour l'anecdote. Juste pour me refocus sur l'année, me dire, écoute, qu'est-ce qu'on fait, etc., où on va, et voilà. Même où les clients nous mènent. Parce qu'on a des clients qui nous appellent, qui nous disent, écoutez, j'ai bien aimé quand vous avez travaillé. Vous travaillez où? Je sais pas, ici, en Ile-de-France. Oui, mais est-ce que vous travaillez à Aix-en-Provence? Oui, je travaille à Aix-en-Provence. Du coup, c'est l'improvisation. Du coup, tu dis, c'est pas le cas, mais oui, du coup. Du coup, tu dis, moi, ce que j'ai dit, écoutez, je travaille pas à Aix-en-Provence, mais je suis fermé à rien, donc on peut y réfléchir. Si jamais il y a de l'argent à se faire, en fait, puis si jamais tu te dis, tiens, s'il y a Aix-en-Provence, j'ai déjà un logement. Qui dit que j'en aurais pas 5 assez rapidement. Concrètement, parce que la conciergerie était censée t'occuper concrètement du logement, etc., les allers-retours. Comment tu fais si c'est loin quand même avec du coup, là, c'est là que commence la phase de délégation et de standardisation. Où c'est-à-dire que là, nous, on était cette année-là, on était très. Au début, on était là, oui, on va automatiser. Et en fait, on se rend compte que tu peux pas. Quand tu sais pas ce que tu fais, t'es dedans. Les gens qui disent oui, il faut déléguer tout ce que tu sais pas faire, c'est faux. Faut déléguer ce que tu sais faire, justement, au contraire. Exactement. Donc justement, nous on s'est dit tiens, on fait. Donc on a fait beaucoup de choses à la main nous-mêmes, etc. Répondre, aller dans les logements nous-mêmes. Et là du coup on commence à se dire tiens, pour déléguer, regarde, ça on le faisait nous-mêmes, ça on peut le déléguer à une IA, ça on peut le déléguer à quelqu'un, ça on peut pas le déléguer, en fait il n'y a pas besoin de le faire. Tiens, si on prépare tout ça en amont, c'est nickel. Ça c'est marrant ce que tu fais, ça, les trucs. Ça, on n'a pas besoin de le déléguer parce que tu n'as pas besoin de le faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, des fois, quand tu fais le bilan sur le truc, tu fais mais pourquoi est-ce qu'on prend des heures et des heures à faire ça? Et tu fais mais ça n'apporte rien. Non, mais ouais. Mais il n'y a qu'en faisant qu'en fait, qu'on le sait. Et du coup, là, pour gérer Aix-en-Provence, du coup, là, en fait, c'est quelque part pour déléguer, ou que ce soit Aix-en-Provence, même ici, le but c'est de déléguer peu importe où on est, c'est de se dire tiens, peu importe comment je délègue, le faire et trouver une équipe, mettre en place. Donc là, la manière de travailler qu'on va avoir n'a rien à voir avec celle qu'on a eue jusqu'à présent. Donc est-ce que ce sera mieux, est-ce que ce sera moins bien, est-ce que ce sera différent? Oui. Après, est-ce que ce sera mieux ou moins bien, ça on ne sait pas. Donc ouais, ça va être assez intéressant
Et on va là où les clients nous mènent aussi. On a d'autres clients qui sont aussi très dans le sud, parce que Paris, beaucoup de gens ont des logements dans le sud. On a même des contacts à la montagne aussi. On se dit, tiens, est-ce qu'on va à la montagne? Donc c'est pour ça aussi, là, dans les jours qui viennent, on va se dire, bah tiens, où on va? Est-ce qu'on reste sur Paris? Est-ce qu'on reste sur Paris? On prend quelques logements à côté. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Pour donner un peu de grain à moudre à ceux qui nous écoutent, parce que j'ai pas l'expression. De grain à moudre. De grain à moudre, ouais, ok, je connaissais pas. Leur donner un peu de viande. Ouais. C'est quoi les chiffres, si tu peux les partager, ou en tout cas nous parler un petit peu de choses un peu sensationnelles, genre quels sont les types de biens que tu as en charge, on dit conciergerie haut de gamme. Ouais, bien sûr. Justement, nous on a eu plusieurs phases de prospection, se dire bah tiens, où on va, qu'est-ce qu'on fait. Au début, on était très dans le bon. Le but, c'est d'avoir 50 logements, 100 logements, peu importe le prix de la nuitée, peu importe le logement, comme ça, on tourne en automatique, etc. Puis après, on a vu que c'était dur de trouver des logements. On s'est dit, mais tu sais quoi, quitte à trimer, à chercher des logements, autant trouver des logements au lieu que ce soit 100 € la nuitée, que ce soit 1000 € la nuitée, quoi. Ouais. Et donc là, du coup, on a vraiment changé. On s'est dit, bah tu sais quoi, on prend que pas beaucoup de logements, mais vraiment assez cher à la nuitée. Et du coup, pour donner des chiffres exacts, parce que c'était la question, moi, je prends 25% du chiffre d'affaires réalisé. Donc s'il y a une nuitée à 100 €, bah, je prends 25 €. Plus cher que Sofiane. Ouais, bien sûr. Justement, ça aussi, on en parlera, le pricing. Vous savez où est-ce qu'il faut aller? Non, et justement, on parlera aussi ça après du pricing. Nous, on connaissait rien et on s'est dit, on prend direct 25%, alors que normalement, les gens prennent entre 15 et 20. Et alors que nous... On nous a dit entre 20 et 25 en fait. Enfin, ça a augmenté parce que nous, nous, quand on s'est lancé, c'était vraiment 15, 20 et il y en avait qui prenaient 17, et voilà. Donc nous, on s'est dit, non, tu sais quoi, vas-y, on sait ce qu'on fait, on sait qu'on va... Ouais, tranquille, 25, ça va passer. Ça passe. Plus c'est gros, plus ça... Non, c'est juste qu'on s'est dit, en fait, on avait tellement confiance, c'est pour ça qu'on a ouvert la société, en fait. On avait tellement confiance qu'on a ouvert une société, on s'est dit, on prend 25%. Et mon logement le plus cher, la nuit, elle est à 1000 €, un peu moins entre 800 et 1000. Donc celui-là est pas beaucoup loué, malheureusement, parce que justement, on est sur une clientèle assez difficile à trouver. Mais bon, déjà, tu te prends 250 € par jour sur un logement, c'est par jour, donc c'est pas mal. Et après, sinon, ça descend à 500, 600. Et sinon, j'ai d'autres logements plus normaux, parce qu'en fait, au final, on se dit, bah, tu sais quoi, des logements plus normaux, on les prend quand même pour se faire la main. Et donc, des logements dits normaux, c'est 200 € la nuitée, quoi. Entre 150 et 200. Et ça, c'est des logements, nos plus petits logements, quoi. Donc, ce qui est déjà pas mal, parce que quand j'ai parlé avec votre conciergerie, ils me disaient 200 € la nuitée. Ah, moi, j'ai 50 logements, mais c'est 40 € la nuitée. Et tu prends 15% ou 20% sur ça? Ouais. T'es fou, mais. Beaucoup plus de gestion. Et puis en fait, c'est complètement. Et donc ouais, c'est pour parler de ces chiffres-là, c'est assez intéressant. Enfin, c'est surtout ces chiffres-là. Tu te focalises aussi sur les biens atypiques, du coup alors ça, c'est Sofiane qui parlait de ça. Ouais. Nous, on se focalise surtout, pas spécialement. Franchement, il y a beaucoup de conciergeries qui sont tournés là-dessus, comme Sofiane par exemple, qui me disait oui, moi je cherche que même en fait, parce qu'avec sa société de ménage, ils font aussi des ménages exceptionnels dans le sens où ils vont dire bah tiens, si tu veux qu'on te mette un pack Love Room, un pack anniversaire, ils peuvent le faire, donc c'est hyper intéressant. Nous, pas du tout. Nous, on a juste des beaux logements et on peut proposer des services additionnels en plus dans le logement. D'un chauffeur privé, d'un chef de ville, quoi que ce soit, nous on a déjà nos contacts. Et donc ouais, non, on n'est pas du tout dans l'exclusif comme beaucoup de conciergeries font. Et en fait, comme on veut se tourner vers le luxe, justement, on n'est pas trop dans le truc de bah tiens, jungle, voilà. Ouais, puis donc c'est pas du tout, notre direction. Après, si ça arrive, peut-être, ça peut évoluer. Mais là, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'y a pas du tout pensé. Et pour la prospection, justement, pour se situer sur ce créneau un peu luxe, comment ça se passe en termes de prospection, de marketing, tu vois, pour aller toucher des gens, des propriétaires peut-être un peu plus exigeants parce qu'ils ont des biens justement qui sont, tu vois, plus luxueux. Bah déjà, pour parler pas forcément de prospection luxe, mais en général, prospection tout court. Faut savoir qu'au début, nous, on appelait les gens, on allait sur Se Loger, on appelait les propriétaires qui avaient des logements en location, on disait bah écoutez, vous pouvez faire de la conciergerie dedans, ou de la sous-loc, etc. Et faut savoir que moi, je me suis pas mal occupé de la prospection, je suis très feignant. Donc je me suis dit tiens, en fait on l'avait vu voilà. C'est pour ça que je l'ai dit, parce que je savais que vous aviez déjà l'information. Je suis très feignant, donc je me suis dit bah tu sais quoi, quitte à appeler une personne et avoir un logement, c'est sympa, mais autant appeler une personne et me dire tiens, s'il a 100 logements à me passer, bah tant mieux. Et je me suis dit tu sais quoi, qui je peux faire un appel et qui peut me passer 3, 4, 5 logements d'un coup. Et en fait, les agences immobilières, faut savoir qu'elles font pas, enfin les grosses aussi, mais il y a beaucoup d'agences immobilières qui n'ont pas de conciergerie.
Et pour les propriétaires, une agence immobilière, comme il y a immobilier dedans, ils font tout. Ouais. Donc il y a plein de propriétaires qui appellent l'agence immobilière, où ça fait 20 ans ils sont chez eux, et ils disent oui, est-ce que vous faites de la conciergerie? J'aime bien louer 2-3 mois dans l'année, j'ai un beau bien, une belle maison, etc. Est-ce que vous le faites? Et à chaque fois ils ont dit bah non, moi j'achète et je vends des biens. Rien à voir. Vraiment rien à voir. Et du coup, moi ce que j'ai fait, j'ai appelé les agences immobilières, je leur ai dit écoutez, c'est très C'est simple. très malin. Moi je vous passe un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé sur le bien à vie si vous me passez des biens. C'est simple que ça. Et ça a pris tout de suite. On a tout de suite eu des rendez-vous, tout de suite eu nos biens. Mais après, pour passer par là, il y a eu beaucoup de prospection. Il y a eu peut-être quelques semaines quand même, tu vois, de 8h, 20h, appeler que des gens. Et au niveau de la légitimité, de l'assurance pour le faire, ça n'a jamais posé de problème parce que c'est vrai que du coup, le le tout fait de neuf se et dire tout... j'ai rien fait et j'y vais quand même. La démarche est c'est quoi, très fake it, Fake it until you make it. Exactement. Ça, j'y crois. Et après, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Quand tu investis pour revenir sur le manager, quand tu investis sur un projet, tu investis sur la personne. Qu'il le fasse bien ou pas, on s'en fout. Le principal, c'est le delta entre la première fois, comment il le fait, la deuxième fois, la troisième fois et l'exponentiel que ça crée. Et nous, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au début, les gens, nous, on n'a jamais menti. Puis de toute façon, comme on a ouvert une société, en fait, les gens voyaient que ça a été créé il n'y a pas longtemps. Donc on disait écoutez, non, nous, on est nouveau, on n'a jamais trop géré de bien. Après, mon associé, son beau-frère a une conciergerie. Ça servait d'argument plusieurs fois. Donc voilà. Et donc en termes de légitimité, c'est vrai que c'est compliqué au début, mais après c'est le tout de 0 à 1, c'est très dur en fait, de 1 à 1 million, ça va. Et donc là c'est ce qui s'est passé, de 0 à 1 c'était dur, mais le jour où on a eu le premier logement, et d'ailleurs anecdote sur le premier logement, c'est fou parce que donc on fait toutes nos phases prospection, on s'occupe de tout, on fait les rendez-vous, on met les annonces, voilà, ça prend du temps, des semaines, c'est long, les shoots, parce que nous en fait on prend un shooting photo. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'avec ma conciergeuse, quand on arrivait, on disait écoutez, nous on prend un photographe professionnel et on vous l'offre. On vous offre le shooting. On faisait des shootings des fois à 200, 300 euros. Donc on vous a dit on vous l'offre. Donc certains diraient que c'était une erreur, d'autres non. Mais nous on l'a fait. Donc, mince, je parlais de quoi En tout cas, le la photo est prospection. offert. Non, attends, je parlais de la prospection. Anecdote sur le premier client. Merci, c'est exactement. Je te remercie Mathis. Premier client, faut savoir que du coup nous on fait toutes nos phases prospection, etc. Ça prend du temps, on est dans la phase où on mange, on digère un peu, voilà, on sait pas trop où on est et on avance. Et d'un coup on reçoit un appel, oui, j'ai vu votre site internet, donc on a que ça, à l'époque on a que un site internet. Oui, je vois votre site internet, vous êtes une conciergerie, moi j'ai un logement à tel endroit, est-ce qu'on peut se voir demain ou dans 2 jours? Écoutez, oui, pas de souci. On arrive dans le logement, bah écoutez, tout est prêt, voilà, pour le louer. Voilà, est-ce qu'on peut mettre l'annonce? Et nous, on dit, bah, écoutez, il faut un shooting professionnel, etc. Mais à ce moment-là, on avait avancé énormément de shooting. Donc, on ne pouvait pas se permettre de l'offrir. Donc, on dit, écoutez, oui, il faut un photographe professionnel. Par contre, nous, on ne peut pas vous l'offrir. Voilà. Ils disent, ok, c'est comme déjà des photos du logement. Est-ce qu'on peut mettre l'annonce déjà en ligne, etc. On a eu le rendez-vous, je crois, le vendredi ou le samedi. Le jeudi d'après, j'avais déjà quelqu'un dans le logement. Ah ouais. Alors que j'avais tous mes logements qui étaient en phase de le shooting qu'il est fait. On met l'annonce, on gère les paramètres. Est-ce que l'annonce, elle est bien faite, machin, etc. Et là, d'un coup, quelqu'un qui nous appelle et on a eu nos premiers clients comme ça, en fait. Et c'est bien parce que quelque part, on a été un peu surpris. Donc, ce qui fait qu'avec les autres, on réfléchissait à tout. On se disait, mais tiens, comment on fait ça, comment on fait ci? Alors que là, les gens nous ont passé leur logement, il y a eu des gens dedans, on a géré. Et après, on s'est dit, en fait, tranquille. Et du coup, c'est assez fou. Donc, premier logement, je me rappelle, on était chez moi avec mon associé et d'un coup, on a une notification. Nos notifications Airbnb, c'est vos notifications Shopify. En plus, comme lui faisait du e-commerce, on fait des fois aussi toujours un peu. Il m'a dit putain, c'est les notifs Shopify, c'est pareil. Parce que c'est la dopamine. Exactement. Ouais. Putain, on est chips. et exactement, donc tu vois, nouvelle réservation. Et donc c'était assez fou et on a eu notre première résa comme ça d'un coup et après ça s'est lancé et c'était génial. C'était Trop génial. cool. C'était un peu long. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. C'est vrai que bon, du coup, ça fait un petit peu un miroir avec ce qui avait été dit avec Sofiane la semaine dernière, mais malgré tout, c'est pas la même chose parce qu'en fait, du coup, tu as quand même une singularité, c'est que du coup, Sofiane nous parle beaucoup de logements atypiques. Toi, du coup, c'est juste plutôt du logement haut de gamme et surtout la technique de prospection qui est super intéressante et qui est un gros tips que tu donnes là. On coupera au montage. Je compte sur toi, mon ami. Ça, c'est vraiment le truc. Ouais, appelez les agences immobilières de votre ville. Et... Alors, déjà, oui, puis en fait, c'est juste la manière de penser. C'est ouais, se dire. Contre, le raisonnement, c'est la passerelle, en fait. C'est le business, c'est ça. Le tout, c'est d'être une passerelle. C'est se dire, bon, faut trouver le client, le A. Le A a besoin de B, et tu vois, toi, tu es au milieu et tu te dis, bah tiens. Et surtout qu'il faut réfléchir plus loin que ça. Quand une agence immobilière te passe un bien, d'une, elle gagne de l'argent. Ça, c'est génial, c'est cool. Et de deux, ça permet de garder en portefeuille client ce propriétaire.
parce qu'il se dit bah tiens mon bien, bah tiens il a géré en conciergerie mon bien, etc. Bah tiens demain quand je vais le revendre, bah je passe par eux, je passais par eux il y a 20 ans avec mes parents, là conciergerie je passais par eux, donc du coup ça permet de les garder en portefeuille. Et nous de notre côté, ça permet d'arriver d'avoir tout de suite une certaine confiance. Bien sûr. Ce qui fait que quand tu passes par toi-même, les gens sont un peu frileux, ils se disent machin. Là, quand tu arrives, tu dis écoutez, c'est telle agence, je travaille avec telle agence, voilà, faut faire ça, T'as ça. une manière, Exactement. Et complètement. Donc, en fait, c'est un tout. Mais ça, pareil, on le découvre qu'en faisant. Ouais. Au début, on savait pas que c'était ça, mais en fait, quand on arrive au premier rendez-vous et qu'on voit les gens nous disent alors écoutez, bah tenez, les clés sont là, etc. Et t'es là, t'as les clés, tu te dis mais on se connaissait pas il y a 1 heure. C'est un peu C'est fou. ce truc, nous on l'a aussi eu avec Incubox, c'est-à-dire que moi j'ai mon agence web avec Mathis, avec Félix, avec Clément, mais on a aussi du coup, on est sous-traitant en quelque sorte d'Incubox, quand Incubox a des clients qui ont des besoins en site web, etc. C'est nous qui intervenons. Et donc dans ce cadre-là, ça fait un triangle. Ok, je vois. Souvent, c'est pas rare que effectivement on voit l'aura d'Incubox. À quel point est-ce que c'est été reconnu dans la sphère e-commerce. Ça fait que quand on intervient avec cette bannière-là, on sent qu'il n'y a déjà pas de taf de crédibilité à apporter parce que les prospects, les clients sont déjà convaincus de la crédibilité. Tandis que quand on a lancé notre agence, alors qu'on faisait le même taf au même moment, mais que du coup la relation avec les prospects n'était pas la même et que c'était juste, voilà, on propose ça, d'un coup, en fait, on est en mode d'accord, vous proposez ça, j'ai compris, mais vous êtes qui? Tu vois, et là, on est dans une démarche où on fait ok, on vous montre ce qu'on fait, nanana. Et du coup, la relation est vraiment pas la même parce que là, on a été obligé pendant longtemps de faire nos preuves, etc. Et de remettre un peu du bouche à oreille en place. Alors que voilà, les clients Incubox, ils venaient en mode Incubox, on a entendu parler de vous partout. Niveau e-commerce et tout, on sait que vous êtes là depuis longtemps, que vous êtes des pointures, que vous fournissez des marques qui font plusieurs millions. On a besoin d'un site internet, est-ce que vous pouvez nous aider? Romain, Hugo, oui, est-ce que? Bien sûr. On arrive. Et ça, les clients ne se posent pas la question du mais est-ce que le site sera bien? Est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura des clients? Ils font non. C'est Incubox qui s'occupe de ça. Donc si c'est Incubox qui s'occupe de ça, ça veut dire que le site qu'ils vont me faire, c'est le même site qui a fait des millions à côté, qui travaille avec eux. Et c'est vrai que je vois très bien du coup cette relation-là. Et c'est un gain de temps fou et de confort de travail. Non, mais l'image de marque, déjà de manière générale, c'est hyper important. Et nous, du coup, on a cette double image de marque, ce qui fait que quand on arrive par les propriétaires via les agences, du coup, on a l'image de confiance de l'agence, donc pour entrer c'est bien, et après c'est ton image de marque à toi qui reste. Et ça c'est hyper important, et l'image de marque c'est par exemple Incubox, c'est hyper important, moi je le vois, ça pareil au début quand tu te lances, soit tu as confiance et tu crées quelque chose avec un beau logo, quelque chose de très simple, très épuré, très classe, nous c'est ce qu'on a fait, et même t'investis dedans, ce qui est financièrement est complètement débile, et businessment parlant c'est le meilleur truc à faire. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Tout de suite investi dans un logo, investi dans des business cards, dans des trucs, alors qu'en vrai, c'est débile comme dépense. Mais pourtant, juste après, je vous passerai ma carte après pour que vous voyez les résultats. Et complètement. Donc, je suis très d'accord avec toi. Et c'est hyper important, l'image de marque. Et surtout quand tu passes par quelqu'un qui te crédibilise tout de suite, c'est génial. Mais ça, c'est long également à obtenir. Et en fait, les efforts qu'on déploie, tant les efforts en termes de travail que financiers, on va un peu dans tous les sens, etc. Tu vois, et avec le recul, je me dis en fait cette image de marque. Alors, je dis pas qu'Incubox t'en est non plus. Il y a aussi Amazon, des gens Amazon. mais ce que je veux dire, c'est que c'est très très long à obtenir, et c'est vrai que des fois, c'est difficile de quantifier. Tu vois, la rentabilité de l'investissement en fait. Et tu le quantifies plus tard. Et en fait, après, tu as des gens qui viennent. Ah oui, non, mais je vous connais bien et tout, par machin, qui m'a parlé d'eux et tout. Et tu dis, ah en fait, des trucs que j'ai mis en place sans trop savoir où j'allais il y a 5 ans, tu vois, en fait, portent leurs fruits de manière exponentielle, parce que c'est ça l'avantage, c'est vraiment la courbe, tu vois, qui est très plate pendant longtemps, et puis tout à coup, ça monte, et puis quand ça monte vachement fort, tu vois. Et ça, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'après, tu es un peu porté, tu n'as même pas vraiment besoin de te justifier. Complètement. Tu vois. Et pour revenir sur la courbe, je trouve ça très intéressant que l'entrepreneuriat, c'est... Donc, tu as la courbe du salariat qui est vraiment toute droite, une ligne droite. Et en fait, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va arriver, qui va la tordre pour aller justement exactement à ce plat. Et d'un coup, ça monte. Et quand ça monte, c'est exponentiel. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Et je trouvais ça intéressant comme image. Là, effectivement, Mathis, c'est une situation un peu plus singulière parce que, donc, en fait, ça on va te tendre le micro pour que tu puisses nous raconter un petit peu ton quotidien. Mais c'est vrai que là où c'est singulier, c'est que c'est beaucoup de choses qu'on a déjà dit, qu'on a déjà évoquées. Mais du coup, je pense que la question, je vais essayer de la formuler un petit peu différemment. C'est plutôt, du coup,
Toi, si on essaye d'oublier le fait qu'on est dans la même équipe et que du coup, entre guillemets, même les enjeux de ce podcast, tu les connais, enfin que tu es déjà dans l'arrière-boutique, comment est-ce que toi, tu résumerais ton activité aujourd'hui et tes enjeux, les réflexions que tu te poses au quotidien? Enfin voilà, finalement, partager plutôt ton regard personnel sur le business et pas que l'activité, vu que c'est du e-commerce, bon bah ça, oui. Mais plutôt le rôle que tu occupes, le rôle que tu souhaites occuper, ton quotidien, tout ça. Le rôle du coup de notre activité quand même de base, c'est le e-commerce. On a l'agence web qui est à côté. Et maintenant, notre plus grand challenge, on a le côté e-commerce qui fonctionne depuis des années. C'est ce qui nous a porté dans tous nos différents projets. Maintenant, ce qu'on cherche à développer en ce moment, c'est quand même l'agence web, trouver des prospects, trouver des clients, vendre du service. Et maintenant, finalement, le challenge que nous avons, mais du coup, je parle au nom de l'équipe, que nous avons tous, c'est de réussir à prospecter plus, vendre plus de services et en fait, réussir à faire des gros billets d'un coup pour nous continuer à nous développer. Donc, en ce moment, moi, la phase où je travaille, ça va être la prospection pour trouver des clients, parler avec les différentes personnes qui peuvent rentrer dans nos canaux d'acquisition et de les convertir en clients. Et puis après, sinon, mon quotidien chez Synaria et du coup dans le côté e-commerce, ça va être l'entretien des sites web, savoir qu'ils aient une vie, que que certaines parties des commandes soient envoyées. Toujours le SAV, donc pendant un temps, je l'ai fait, mais après, j'ai regardé la personne qui... Responsable. Ouais, le responsable. On peut dire les termes, même si on ne les dit pas en interne, responsable. Responsable SAV, du coup, Naomi qui bossait avant pour nous, qui bosse encore pour nous pendant 2 jours. Sujet houleux. Après, elle part. Mais du coup, le but est de la superviser, de regarder qu'elle fasse bien ses missions. Et voilà, après, j'ai été mis sur d'autres nouveaux projets. J'ai été média buyer, fait du Facebook Ads. On est sur le développement de notre empire e-commerce. Enfin, c'est pareil, on a une flotte de sites SEO. L'objectif, c'est pareil, c'est de regarder s'il y a des ventes, si ça se passe bien, de mapper les produits et que tout ça ait une belle image d'extérieur et que ça continue à nous faire vivre. Tu as des anecdotes un petit peu qui t'ont marqué dans ton parcours entrepreneurial, des choses que tu racontes souvent ou qui sont pour toi des moments pivots? Alors, quand on fait du SAV, on a un truc auquel on est confronté tous les jours, c'est la haine. Parce que forcément, les SAV, les gens, quand ils viennent t'envoyer un mail, c'est pour se plaindre. Très rarement pour... J'adore ce que vous avez fait, voilà, c'est Merci pour vous le beaucoup. dire. C'est Très bonne fin de journée. Voilà. Je prends le temps de vous écrire. Donc ça, je pourrais parler pendant des heures des nombres de menaces de mort. Si, on a eu des menaces de mort. Il y a Des eu lettres des gens qui crèquent du sang. surtout avec notre niche, les gens sont un peu virulents. Donc ça, finalement, c'est un peu le quotidien. Mais du coup, la chose la plus surprenante là-dessus, ça a été tous les messages d'amour, entre guillemets. C'est-à-dire que je gère aussi du coup les renvois colis quand il faut faire un changement de taille, etc. On a eu des vrais messages d'amour, mais je me souviens même d'un moment où des gens nous avaient envoyé des paquets de bonbons. Enfin, ils nous avaient envoyé le bracelet dont ils voulaient changer de taille. Et à côté de ça, un petit paquet de petits nounours. Et avec un petit message d'amour, j'adore ce que vous faites, etc. Je vais faire du e-commerce. C'est si rare. Je vais faire du e-commerce. Il y a aussi, du coup, dans le même esprit, on a reçu des chèques de 5 euros, des pourboires, mais ouais. la boîte est sur une entreprise, un compte bancaire en ligne, et donc on ne peut juste pas les encaisser, en fait, les chèques. Tu peux les envoyer par la poste. Ouais, puis tu peux t'es chez Conto. C'est vous qu'on ne s'est même pas posé la question. T'es chez Conto ou Shine? Conto, moi j'ai sur Shine, tu fais déposer un chèque dans tes trucs, effectuer un virement. Incroyable, on va pouvoir encaisser 15 euros. Je sais pas si là encore. Après, si je te les encaisse pour toi, et après on s'arrange. Enfin, tu vois, il n'y a aucun souci. Ça m'a juste fait sourire à l'époque. Non, moi justement, je m'étais posé la question et j'avais vu, on peut encaisser des chèques. Après, Ok. comment on fait exactement? Mais j'ai vu, moi, le truc encaisser des chèques. Ah donc bah, si, super. C'est juste qu'il y a le Conto aussi dans dans l'e-commerce. Donc ouais. Nous, effectivement, c'était juste dit, c'est des pourboires. Mais qui donne des chèques? Mais justement, c'est un peu le truc qui était drôle. Ils sont un peu vieux aussi. Ils vont pas nous mettre une pièce dans l'enveloppe. Ils ont un peu l'âge. Non, je Je fais plus de chèque. 79, c'est ça? Peut-être le running gag, j'ai forcé dessus. Mais du coup, dans les anecdotes les plus marrantes et qui te font le plus plaisir, c'est peut-être l'amour que certains clients nous portent.
Pareil, une fois, il y avait quelqu'un qui nous avait envoyé plein de stylos. Je disais, tenez, vous avez un stylo pour toute l'équipe. J'ai besoin d'un stylo en plus, ça tombe bien. Et tout ça, c'est des anecdotes très sympas. Après, des anecdotes un peu plus folles. Le fait que j'ai dû regarder une formation sur comment faire du PH Ads, ça, c'est quand même l'une de mes anecdotes les plus folles. PH, Pornhub. Ah ouais, ok, Ouais. c'est ok, comme je fais du. Ok. Donc, on fait des pubs partout. Voilà, on a cherché à comment faire des pubs Très, sur très drôle. Pornhub. Très, très drôle. Et ça a marché? On s'est fait ban, mais c'était pas mal. On a de été savoir. trop hardcore. Non, mais là, j'ai des images en tête. Genre. Et voilà, toute la réflexion derrière de se dire comment on va faire des créatives Bien sûr. sur ce site-là. Le créatif, c'est des visuels publicitaires. Ouais. Donc, en Pas gros, forcément des images, des trucs qui bougent. Des images, des vidéos, le format, c'est- ça va être plein de le choses. format. mais Ok. Une créative publicitaire. C'est les bandes qu'on voit. Ouais. Ok, Ouais. ok, Ouais. d'accord. Ça peut être un gif, une Ouais, photo. mais c'est bien que vous m'expliquiez parce que c'est bien aussi que je sois là C'est peut-être pour parce que les je... autres aussi. Ah ouais, parce que je connais pas du tout ce milieu-là. Donc le moment où forcément on devait créer des créatives tous ensemble dans le bureau à côté, c'était un peu délicat, mais C'est vrai que ces places à des ambiances où tu es dans un open space et tu en as un qui analyse. Donc avec du Pornhub, tu vois. En plus, c'est Pornhub, donc il y a le début, tu sais, la musique. Ah ouais, il y a ça, ouais. Et t'es là, T'as la vidéo qui se lance tout seul. et tu fais enregistrer sur les bannières pour faire un document qui va s'appeler espionnage de la concurrence. Puis après, du coup, tu regardes ce qu'il fait, tu regardes comment ça a été fait, tu regardes de quoi ils font la promotion. Et ensuite, du coup, tu te dis, bon, bah, comment on peut faire mieux. Et du coup, tu vas télécharger des images pour aller après sur Canva. Donc, sur ton Canva Pro, tu importes tout un tas d'images de cul pour après composer avec. Ensuite, dans tes discours marketing, on le bipera peut-être, mais il y a quand même un moment où je me rappelle, parce qu'on fait plein de tests, et le but, c'était de réussir à être suffisamment à alpaguer. Vu que les gens sont très occupés à ce moment-là, quand ils sont Ils ont une certaine. Voilà, ils ont les occupation. mains prises. Quoi. Voilà. Enfin, voilà. Et donc il faut être choquant ou drôle. Et donc on a tenté un truc drôle où donc il y a une photo d'une femme à poil et à côté c'est écrit regarde-la, la elle est à poil avec un smiley qui rigole. Et ça, des trucs comme ça a été pendant 2 c'était semaines. vous Pendant 2 semaines, c'était notre quotidien de quelles sont les accroches textuelles et tout et visuelles qui vont faire en sorte que Philippe, Jean-Michel lâche sa et se mettent à dire oh putain c'est marrant ça, je vais cliquer voir ce qu'il propose. La poêle. Et c'était rigolo. Mais c'est fou, mais ça c'est génial comme anecdote. c'est incroyable. C'est fou. Puis à la fin de la journée, t'appelles ton père et il te dit bah comment s'est passée ta journée. Il fait bah écoute très bien ma journée, oui. Père, T'as bossé, donc ça se passe bien le travail avec ton grand frère. Ah oui, bah en ce moment on là, est sur des sites de cul. Faudrait le mettre dans les boutons, tu sais. Ouais, mais le remplacer, tu sais, un par le truc. Tu sais, Je crois qu'il y en a. Attends, on va celui-là. Ouais, non, c'est pas sûr que tu penses. Non, le truc de Pornhub, tu sais, le début. Ah, vraiment le. Ouais, le générique. Juste pour la. Ça Il y a un devrait être générique fou. Bien, on peut Bon, pas quand même, pour bon. qui tu te prends, Tiens, toi. tu connais ces gens qui font ça, ils sont horribles. C'est horrible ces gens-là. Genre. Ah ouais, non, moi je connais pas. Je sais pas de quoi vous Ouais, parlez. je vois pas de. Mettez dans les commentaires si vous regardez des films pour adultes. Ouais. Super bizarre. On va pouvoir mettre sur la miniature Pornhub, c'est bien. Exactement, Ouais, mais ça fait que Le ça. podcast prend un tournant Ah. qu'on n'avait pas du tout vu. De toute façon, ça part toujours. J'ai vu comme des ça. tournants avant de commencer le tournage, mais je pensais pas que ça allait prendre ce tournant-là. Bah, je pas. Ah, ça paye peut-être mieux que. Ouais. Non, mais putain, mais c'est vrai que c'est fou comme anecdote. C'est trop drôle, quoi. Ah, c'est incroyable. Puis, par contre, quand tu le fais, t'as un petit moment de solitude où. Tu sais, ce fameux moment. Tu sais, on a tous des situations dans notre vie où. Tu parles de la masturbation là Non, de quand tu fais le. Oui. non, quand tu parles. Justement, quand tu fais ce genre de situation où t'es assez seul et tu te dis, mais. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pour me retrouver là, genre. Oui, non, mais Tu il y sais, a ces situations. l'introspection, Et ça, là-dedans, t'es en mode, mais. Tu sais, tu fais ton truc. Puis tu sais, à un moment. Après, c'est pas les pires conditions de travail. Hein. Moi, j'ai. Oui, franchement, mais j'ai bien c'est aimé juste, ce non, mais c'est moment. juste la situation de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans mon parcours c'est pour que ça. je me retrouve à mettre, regarde, elle est à poil. La salope. La salope. Ah, il est bien. Super pub. Bravo. T'imagines les brainstorms, tu vois, en début de journée, donc sur les to-do du jour, etc. Alors toi, tu fais 10 créatifs de pub et je veux du hook ou je veux que ce soit salace. Hein. Je veux qu'il y ait des trucs hardcore. Et Toi, puis, tu en me fais plus, 2 cafés crème, s'il te plaît. et tu fais comme ça, la Pas trop contre-pied. chaud. Toi, tu fais ça sur le SAV parce que tu sais, on est sur plein de projets en cours et un projet client. À côté, on va avoir, je sais pas, pas si longtemps, on avait une cliente qui avait un service qui aidait les femmes enceintes. C'est vrai, on fait un grand écart là. C'est que dalle. Et Non, en mais fait, dans la même to-do, C'est génial, dans la ouais. même to-do, t'as C'est quelqu'un peut-être qui va dire, aussi, alors ça, c'est sur des ça. On parlait de qui Attention là. Non, c'est une cliente qu'on a accompagnée sur. Enfin, tu vois, en Ah, gros, pardon. oui, parce que peut-être qu'elle nous regarde. Sorry, Et, désolé madame. Et donc, il y a un sujet, il y a des sujets tellement différents, et du coup, il faut être focus sur tous ces sujets-là, et il faut que ce soit traité avec le même niveau d'implication, et juste réussir à switch entre
Alors toi, là, aujourd'hui, on va parler de comment être le plus hardcore possible sur tes publicités sur les sites pour adultes. Et dans le même temps, comment faire passer le mieux possible le message de cette cliente qui, du coup, aide les femmes enceintes. Je crois que c'est les femmes enceintes après l'accouchement. Donc Postpartum. Voilà, c'est ça. Et donc, tu dois avoir le même niveau de focus et donc être très neutre. Là, tu es neutre par rapport à ça. Tu fais donc là, on va parler très sérieusement d'être hardcore pour des sites pour adultes et à côté, très sérieusement de quel est le message qui va toucher les femmes que concerne. C'est ça l'intelligence, ouais, complètement. Ça laisse place effectivement à des morning. Puis rigoler pareil sur des trucs pas drôles, se taper des barres sur un truc pas forcément très drôle et ne pas se taper des barres et être très sérieux sur un truc forcément très drôle et c'est génial. En tout cas, faut pas se mélanger les pinceaux sur les créatives. Alors pour la femme enceinte, wow, Mathis. J'ai une anecdote, mais. Non, c'est vraiment. Non, c'est une anecdote. Non, j'ai quelqu'un ici. Non, c'est pas arrivé, mais c'est un truc un peu similaire. On travaille avec quelqu'un ici, on partage les bureaux. Peut-être qu'il regarde le podcast, donc je te salue. Et en fait, nous, c'était très nouveau ce truc-là, donc on n'en avait pas encore parlé. D'ailleurs, je crois qu'on ne doit toujours pas parler de ça. Du fait qu'on expérimentait du coup la. Tu vois, le matin au café. Toi, ça va ou ouais. Tu vois, c'est plus dur d'en parler frontalement avec lui que d'en parler sur un podcast qui va être publié sur YouTube. Mais c'est fou, hein, c'est génial. Et donc, il vient dans mon bureau à côté, du coup, pour me parler d'un truc, une modification qu'il aimerait que je fasse sur son site, parce que voilà, des fois, il nous demande des petites modifs. Sauf que moi, j'étais en plein en train de faire ça, donc quand il arrive, vu qu'on n'a pas parlé, je baisse tout sur mes deux écrans. Tu te retrouves sur le bureau. Ouais, t'es sur le bureau. Non. Vraiment, c'est ça, c'est une situation où par panique, là, je retire tout. Et du coup, en plus, s'il le découvre à ce moment-là, c'est sûr que si je dis c'est pour le boulot, mais ça fait excuse de c'est comme le fameux c'est pour un pote. C'est la même phrase. Et donc, il me dit ouais, donc est-ce que tu peux modifier ça, etc. Et moi, je suis ok. Et il reste. Ouais, je te ferai ça. Et le mec est derrière toi. Et il reste avec moi. Ouais. Et il dit non, mais est-ce que du coup on peut faire ça maintenant? Et j'aimerais parce qu'en fait, il voulait voir comment je fais pour pas avoir à me déranger à l'avenir et le faire lui-même. Et là, c'est la meilleure chose à faire d'ailleurs. Sur tous mes écrans partout, je sais que j'ai si j'ouvre le dossier qui est là, il y a toutes les pièces téléchargées là. Si j'ouvre les téléchargements là, c'est pareil. Si j'ouvre Canva, c'est si tu clignes des yeux, voilà, c'est. Et j'étais en sueur et j'étais en train de faire tout un cheminement. Et je réfléchissais qu'il a dû se dire, mais alors putain, pour un mec qui fait une agence web, il est d'une lenteur. Ouais. Alors on va aller là. Alors Internet. Google, alors que t'es dans Google. Et vraiment, quand il y avait le truc importé, parce que du coup, il voulait que je modifie un média, donc une image, et donc il y avait importé un fichier, et donc j'étais là, en mode, si je clique sur importer un fichier, normalement, qu'est-ce qui se passe? Il m'ouvre mes téléchargements. Qu'est-ce que c'est dans mes téléchargements? Ok, non, on peut pas faire ça. Du coup, j'étais en mode, ouais, tu peux m'envoyer du coup le fichier par mail, parce que je l'ai pas reçu la dernière fois, donc il va dans son bureau. Et là, tu sors son téléphone, tout ça. Bah tiens, c'est bon que t'as envoyé le mail. Et ça a été. Moi, je te l'ai renvoyé juste avant, parce que j'avais prévu ça. T'es horrible, je te déteste. Ouais, du coup, ça a fini par bien se passer, mais c'est une angoisse. Et tout ça pour dire qu'effectivement, c'est pareil, notre compte Canva, on le prête à des prestataires, à des copains, etc. Et on a déjà reçu des messages de proches qu'on avait oubliés qu'on leur avait donné, qui nous disent, mais vous faites quoi? Vous êtes ça va Hugo en ce moment, toi et ouais ça parce va. Que tu sais, il y a des trucs, on a fait de la pub pour des applications de rencontre de BDSM et trucs comme ça. Du coup, on a vraiment des images, c'est fou de se dire qui sont tellement loin même si on est juste très objectif, qui sont même tellement loin de notre consommation personnelle, ce qui fait que pour des proches, même s'ils se disent bon ils sont maladroits et leur consommation personnelle se retrouve sur un outil pro, mettons. Et du coup, ils sont en mode. Et en plus, ils consomment ça. C'est en mode choqué. Mais oh mon Dieu. Ouais. Et donc, bon, ça laisse place à des scénarios un peu chelous. Mais par contre, du coup, si vous avez besoin de faire la promotion de vos sites de sextoy, etc., sachez que nous sommes maintenant compétents en la matière et on maîtrise l'outil publicitaire de Pornhub. Et donc, on peut envoyer vos pubs sur tout ça. C'est quoi les résultats pour l'instant? Alors, nous, c'est vraiment juste pour tester. Donc, on a déployé 200 € de pub et on a fait 240 € de chiffre d'affaires sur des applications de rencontre. Ok, j'ai une question sur les pubs. Qu'est-ce qui est beaucoup, pas beaucoup? Parce que je sais que mon associé, moi, me parlait beaucoup. Il m'avait montré ces tableaux de. Vous avez le même tableau de tant d'euros investis en pub, tant d'euros rapportés. Et ça veut pas dire que tu mets 200 €. Par exemple, vous allez là, on va faire 200, 240. Mais ça veut pas dire que tu mets 400 € que tu vas avoir 480. Ah ouais, non, c'est pas aussi binaire que ça. Et ça peut être beaucoup plus comme beaucoup moins. Ça veut pas dire, ça dépend du marché, etc. Et vous, du coup, c'est quoi beaucoup d'argent en pub? C'est quoi pas beaucoup d'argent? C'est quoi le bon ratio à avoir? Il y a trop de singularités de projet. Mais pour te donner un exemple précis, ce qui peut aussi intéresser l'audience,
nous, sur des sites e-commerce qui déploient leur première pub sur Facebook ou sur Google, généralement, moi, je fais pas de lancement en dessous de 50 € par jour. 50 € par jour dépensé, c'est ce qui est exigé, on va dire, par les outils publicitaires aujourd'hui pour aller chercher de la performance et que le truc puisse s'optimiser. On pourrait faire avec moins, mais c'est pas optimal, c'est pas le must, etc. Donc moi, mes démarrages, c'est 50 € par jour. C'est la frontière entre trop mettre et voilà, et entre pas mettre assez, Ouais. et en fait que ça sert à rien, c'est le delta entre De toute les façon, deux. au début, c'est ça, tu peux pas exactement. trop mettre. De toute façon, Tu peux pas trop ça te mettre. bloque. Ouais, Tu peux mettre genre 2000 €. non, t'as un plafond. Ouais. Au début, t'as un plafond. Parce qu'en Ok. fait, c'est des étapes de facturation. Tu dépenses 50 € par jour, ils ne te facturent pas chaque euro que tu. Ils t'éditent une facture dès que tu auras dépensé X euros. Par exemple, 100 €. Donc, tu pourrais, en théorie, dépenser 95 € de pub et hop, couper ta pub. Et après, il va t'éditer une facture plus tard, mais tu peux ne jamais la payer. Donc, en fait, au début, tu as un plafond, ce qui fait que tu Bon peux à savoir. dépenser que 20 ou 30 € par jour. Ok. Et c'est dès que tu as payé 3-4 factures, tu montes un peu ton plafond. Et en fait, ils s'assurent que tu es en capacité de pour payer pas- et que tu n'es pas en train ok. d'essayer de les niquer. Et du coup, tu as un plafond qui monte et c'est juste un jeu de confiance avec l'outil. Plus tu as de la confiance qui s'installe Ok. avec Facebook, plus tu peux du coup dépenser. Ouais, c'est comme l'histoire de PayPal, payer en ami proche pour pas après que tu réclames. Ne le parle doigt. pas. PayPal, ne parle Ah oui, c'est Ah, vrai que ça avait, autour de cette table, c'est un. C'est vrai que mot PayPal, qui- il y a eu pas mal de soucis. Non, ça se passe bien. Absolument Ah pas. ouais, Attention, ouais. attention. Ah, Parce il y a que là, vraiment on des... s'en- Vous ouais, avez ça des nous comptes est bien. bloqués et tout. Beaucoup d'argent. Qui c'est que Yomi, il avait eu ça justement. Tout le monde. Ouais, En ouais, e-commerce, ça, non, en mais je sais que e-commerce. j'avais entendu. C'est le business plan de PayPal. Faut bien comprendre ça. Ok. Ils bloquent ton argent et après ils font ce qu'ils en veulent. Ok, mais pourquoi? Parce que souvent il y a une raison valable. Oh, ta gueule, hein. Non, parce que je sais que souvent les gens, c'est quand ils créent un compte genre avant 18 ans et après quand ils gagnent beaucoup d'argent. Ah oui, ça c'est PayPal alors, dit- ça, c'est obvious. ouais. c'est Ça, classique, obvious. tu vois. C'est... Nous, on travaille avec eux depuis 4 ans. travaille avec eux Et selon que depuis t'as 4 26 ans. ans, toi t'étais totalement majeur, enfin, y a pas de. Ouais. Ah Et merde. c'est là, sur la 4e année, on a une croissance qui est trop élevée pour eux. Et du coup, vous faites plus de ventes que d'habitude. Oui. Du coup, on bloque vos fonds au cas où. Mais pourquoi travailler avec PayPal du coup si vous saviez. Ça dépend des marchés. Par exemple, en Allemagne, on a forcément besoin de PayPal. C'est 80% des gens qui payent par PayPal. C'est vrai qu'en Ah ouais France, on se rend pas forcément compte de l'importance Non, de je suis PayPal. d'accord. Et peu de monde paye avec PayPal. Je sais pas si t'as Les vieux. Ouais, en 15%. France, c'est Ouais, c'est c'est 30% ça, de notre chiffre ouais. d'affaires. 30%. Sauf que, en fait c'est 30% des achats qui sont faits avec PayPal. Sauf que, à la limite, en France, on est beaucoup plus sur si PayPal n'est pas dispo, je vais pas juste ne plus acheter, je vais passer sur ma carte bancaire. Tu vois, on a Ouais, plus- Apple Pay. en Allemagne, non. En Allemagne, la grande majorité, s'il n'y a pas 80%, PayPal, juste ils achèteront pas. Et donc, nous, Ok. notre marché principal sur la boutique en question, c'est l'Allemagne. Genre sur 1,5 million en 2023 de chiffre d'affaires, Merde. ça représente 900 000 quoi, PayPal. Tu vois, c'est pas Ouais. c'est un gros marché. Et pour te donner un peu un exemple de comment tourne notre business, on dépense 1 500 € par jour de pub et on fait 4 000 € de chiffre d'affaires par jour. Tu vois. En gros, on est sur Et là, ce vous type avez de ratio. trouvé ce juste milieu. Bon, on l'avait. Ok. Et du coup, vu que PayPal s'est mis à bloquer nos fonds, on a essayé bien de faire du business sans eux. Mais quand on déconnecte PayPal, du coup, on passe à 1 500 € de pub pour 2 500 € de chiffre d'affaires. Donc, je dis ça à une vache près. Hein. Et du coup, on est plus rentable. Coût produit, TVA, tout le bazar, plus rentable. Et et donc, en fait, ils ont détruit notre business model avec ce blocage. Et Merde. avec, donc, pour dire les chiffres, hein, on a quand même un business qui a fait 1,5 million en 2023. Et là, on arrive au mois de septembre. Il doit être à 200 000 de chiffre d'affaires. Donc, ils nous ont ravagé un business qui fonctionne, un business qui nous a apporté de la croissance. Parce qu'ils ont juste dit du jour au lendemain, tout ce que vous allez encaisser, on va le mettre en réserve. Et en plus, ils nous ont bloqué beaucoup d'argent d'un coup, ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans une situation où on s'est dit, ah ouais, notre trésorerie, elle est chez vous. Au début, ils avaient 90 000 € qu'ils nous avaient bloqués. Donc, c'est une somme quand tu n'es pas prêt. Il y en a qui travaillent. Du jour au lendemain, comme ça, sans alerte, paf, c'est du bloqué. jour au lendemain 90 000. Hey. Et après, là, ça fait 8 mois ce blocage, donc ils nous ont Mmh. déjà libéré 40 000. Mais on est Parce que ça se passe encore. comment du coup? C'est pour débloquer. Parce qu'il y a pas, tu peux pas envoyer 2-3 justificatifs et débloquer tout quoi. C'est pas- Non, c'est beaucoup. En fait, ils ont des protocoles. Dès lors que tu es rentré dans un schéma où ils estiment que tu es à risque, donc ce qui a dit qu'on était à Tu risque. gagnes c'est- de l'argent. Voilà. En gros, c'est simple. Hein. Vu que eux, le service qu'ils proposent, c'est un service de les clients, enfin les consommateurs. On vous rassure. Si vous avez le moindre souci avec cette entreprise, nous sommes un intermédiaire, nous allons vous rembourser. Ça, c'est ce que propose PayPal. Donc, c'est pour ça que les gens utilisent PayPal. Et donc, eux, ils ont convaincu les consommateurs comme ça. Ce qui fait que les entreprises comme nous, on utilise PayPal parce qu'ils sont devenus indispensables auprès des consommateurs. Mais donc, quand tu as une croissance énorme, d'un coup, PayPal se disent, mais si jamais cette entreprise-là, Ils carottent tout le monde. elle carotte tout le monde, ou en fait, elle n'est pas capable d'assumer cette croissance, ce qui peut arriver. Ce qui est légitime, ouais, bien sûr. S'ils sont pas capables d'assumer cette croissance, c'est nous qui allons rembourser tout le monde. Donc, ils te mettent dans une position, et tu signes pour ça, hein, tu es au courant, on n'est pas surpris, où ils te mettent donc une réserve. Ils disent maintenant, pour continuer à utiliser notre service,
30% de tous vos encaissements vont être mis dans cette réserve. Donc 30% du chiffre d'affaires pour nous presque va être dans cette réserve et donc est stocké chez PayPal et gardé jusqu'à ce qu'eux ils décident. Et eux, leur politique auprès de leurs consommateurs, c'est notamment vous pouvez obtenir un remboursement jusqu'à 6 mois après votre transaction. Donc quand ils ont bloqué nos fonds, ils nous ont dit rendez-vous dans 180 jours. Pas de négociation possible. Pas de vous pouvez m'appeler au 06. Et pourtant, Dieu sait qu'on les a appelés au 06. Tu m'étonnes. Hein. Ah ouais, putain. En plus, c'est américain, donc t'es. Non, mais t'as affaire à des gens sur une plateforme, tu sais, qui n'ont pas de pouvoir, entre guillemets. Ils sont pas décisionnaires. Ouais, complètement. Eux, ils ont une liste d'argumentaires. Alors oui, non, mais on comprend tout à fait. Alors merci d'être un de nos clients fidèles, en tout cas. Hein. Et non, mais je veux mon argent, madame. Oui, alors la situation est difficile. Gentil, ouais. On le comprend bien. On Ouais. va soumettre votre dossier. Et puis finalement, t'as jamais rien. Tu vois. Là, on va devoir accélérer, les gars, parce que du coup, en plus, là, on nous a donné le micro à nous, alors que nous, Putain, on n'est pas là pour parler. Là, on est là, c'est vous, normalement. Allez, on passe à la question suivante. Donc là, je vous invite à être un petit peu plus concis, développer quand c'est important de développer, mais d'être le plus concis possible pour qu'on puisse avancer sur parce qu'il y a plein de sujets qui sont intéressants et qu'il faut C'est ça qu'on que traite. j'ai trouvé génial d'ailleurs. Donc, celle-ci, je pense qu'on peut répondre assez vite, mais donc votre business qui rapporte le plus de cash actuellement, Moi, j'ai qu'un business, donc. c'est la conciergerie, Donc, oui, et que ça me rapporte. E-commerce. e-commerce. Ok. Est-ce que vous avez des mentors dans le business que vous avez identifiés et il va vouloir développer du coup? Non, Mathis commence parce que Moi, je me suis fait tout seul, hein, franchement. J'ai appris de personne. Tu dis qu'à sa personne, fallait être. Ok. Non, Hugo Cornu. Ah, je connais ce gars, il est sympa. Ouais, il est sympa. Ah oui, ouais, du coup, ça c'est intéressant d'avoir un mentor proche, que ce soit en âge, proche dans les relations. Donc, t'en as pas eu d'autres à différentes périodes de ta vie en fonction de... Non, en vrai, pas du tout. Forcément, j'ai regardé des vidéos, etc., de gens qui conseillent, Ok. etc. Mais c'est vraiment la référence. Mais Ok, c'est intéressant. La personne qui est plus proche de moi et qui est plus à même de me conseiller, c'est Oui, mais c'est bien. Hugo Cornu, qui est pas du tout mon frère. Donc, Cornu, ici présent. Il est 17, en étant très Et Romain aussi, franchement, grand mentor, j'adore ce type, franchement. Waouh. Dans une précédente vidéo, je vous disais que Romain, c'est un peu un mentor maintenant pour moi. Placement de produits personnels d'amitié. C'est vraiment. Ouais, c'est vrai. On t'aime, Romain. Merci beaucoup. Nous t'aimons tous. On dit pas ça parce que on te doit beaucoup d'argent. Ça n'a Pas du tout. rien à voir. Aucun rapport. Si, J'imagine totalement. bien, j'imagine. Et, Le mentor, t'as ok, donc c'est intéressant comme réponse. Pourtant, j'aurais pensé que tu aurais dit d'autres choses ou d'autres Ah ouais noms. Ouais, je sais pas pourquoi. Tu sais, mais des trucs qui peuvent avoir rien à voir. Hein. Des mecs, des sportifs ou je sais pas, des chanteurs. Enfin, tu vois, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup dans le business, pas forcément des gens typés business. Mhm. Et toi, ça aurait pu être le cas, mais du coup, c'est full. Ok, putain, c'est génial. Moi, j'aurais kiffé avoir. C'est vrai que ça doit être kiffant même au quotidien. Il y a plein de gens qui m'inspirent par leur faculté à créer des choses, etc. Mais de là à mon mentor, en fait, moi, ce que j'entends par mentor, c'est quelqu'un qui, je peux aller le voir, lui poser une question, et il me répond, il me donne son avis, et j'apporte de la valeur. Je suis d'accord là-dessus. Ah, c'est Il y a- vrai que il y la a question, trop- je l'ai mal. Voilà. J'ai mal Parce que compris. mentor, Exactement. pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as lu un bouquin de Tim Robbins et tu dis Tim Robbins, c'est mon mentor. Mais le mec, c'est pas que tu existes. Tu vois, je veux dire, c'est pas ton mentor. Ok, C'est ouais, juste j'ai mal quelqu'un qui compris la t'inspire. Tu vois, Ouais. c'est pas. Ouais, c'est vrai. C'est un peu différent. Et je trouve que c'est intéressant dans votre relation parce que quelque part, le grand frère est un mentor de vie déjà, même tout De petit. base, C'est-à-dire que ouais. tu vois, le petit frère en général voit le grand frère qui fait un truc, il veut faire pareil et ah ouais, c'est trop bien. il sait T'imagines, j'aurais marcher. fait du World of Warcraft toute ma vie. Donc je trouve que c'est vachement intéressant dans la continuité de la vie. Il n'y a pas eu de séparation, chacun on part de son chemin. Puis on se voit le dimanche midi pour manger le gigot, tu vois. Non, J'adore. non, c'est là, c'est vraiment tous les jours au bureau et en fait c'est un mentorat continu depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui, vrai. quoi. Puis même les relations frère-frère, pour avoir travaillé dans le... Donc, quand j'étais en bac pro, du coup, comme j'expliquais, je travaillais du coup pendant les stages au chantier. Et donc, une des premières boîtes avec lesquelles j'ai bossé, c'était 2 frères. Les 2 étaient patrons. Et je trouvais ça fou comme relation parce que quand t'es frère, c'est une des seules relations où tu peux tout dire sans pincette, Ouais. que ça passe ou que ça casse. C'est vrai. Et justement, je trouvais fou leur relation. Je les voyais des fois sur le chantier, c'était à 2 doigts de se tuer. Mais tu Et sais- pourtant, il y a eu des ils moments durs, s'aimaient. Et tu vois, non, c'est vrai. mais. Et il y a des certains moments où moi j'en voulais à Hugo, je pense qu'il m'en a voulu aussi. Et puis des fois, tu sais, t'as les relations frères qui font que des fois, c'est même plus que le business. Ouais, c'est ça limite te prend- mauvais, ça- mais ça du te coup, prend au c'est trip. bon. En fait, parce que Ça- c'est. Ouais, complètement. Et c'est que c'est en plus des fois, il y a des maladresses. Je sais que moi, par exemple, vu que j'ai un peu le rôle de diplomate et de manager dans beaucoup de nos contextes, beaucoup de nos business, etc., je sais que du coup, je fais toujours des efforts avec tout le monde et des fois, je réalise que j'en fais pas avec Mathis. Parce que, en fait, vu que c'est mon petit frère. Comme Aki. Ouais, Pas et- autant de gants et je avec mets pas Mathis. de gants et en fait je dis des trucs très frontales alors que je me permettrais jamais de faire ça avec les autres alors que pourtant il est témoin aussi de comment je communique avec les autres et je me doute que des fois ça doit être en mode
Ok, alors il parle comme une merde. Et les autres sont en mode ouais, Alors, tu faut- pourrais faire ça un peu, s'il te plaît, ça serait cool. Alors lui, ça serait cool. Moi, c'est tu fais ça, sinon c'est super chiant. Non, mais t'as un degré d'exigence qui est évidemment plus élevé, je pense. aussi. Parce que tu peux te le permettre. Socialement parlant, c'est ton frère, tu peux y aller, quoi. Ouais, mais c'est sans doute quand même malgré tout peut-être une erreur ou de la négligence. Ouais, tout à fait. Malgré C'est une erreur de management. Après, quand- C'est comme quand quand tu j'étais bosses plus avec petit, ton gamin, tu vois. Tu vas être plus exigeant, etc. Tu restes le père, tu vois, alors que voilà, tu vas vouloir encore diriger ton enfant comme si, enfin, si tu travailles avec lui, j'entends, hein, évidemment, dans une entreprise. Quand j'étais plus petit, on se battait. Maintenant, on se bat plus quand même. Il y a du Ça mieux. vient, ça Ah, vient du mieux, plus, il y a c'est du plus humain, c'est vrai. Surtout que depuis que j'ai peur de perdre. Et toi, t'as eu des frustrations par rapport à ça, des fois, des moments où tu t'es dit, mais c'est pas juste. Je sais pas. Avec Hugo, ouais, Ouais, non, avec si, Hugo. plusieurs fois, mais où des fois je trouvais ça injuste de comment il me parlait. Enfin, je me souviens de moments où carrément je boudais mon frère. On travaillait ensemble, mais je le boudais. Ça va, oui. Je veux pas lui Pas parler. un problème. Enfin, Non. pour moi, il y a des choses qui étaient pas correctes. Et même moi, mais des fois, vu que c'est mon frère aussi, c'est mon grand frère, je me suis permis de dire des choses qui n'avaient pas sa place. Donc, mais c'est forcément ce qui arrive quand on mélange travail et fraternité. Mais c'est aussi un peu valable avec le fait, avec les amis, on se parle Bien plus sûr. de choses. Et juste, je pense que c'est encore plus proche parce qu'on est de la même famille et sûr. qu'on se connaît depuis, Ouais. depuis tout petit. Mais des fois, on n'est pas d'accord sur des choses. Et puis voilà. Ouais. Oui, puis On même fait avec. la haine que tu peux dégager en parlant mal à quelqu'un de proche, c'est symétriquement pareil à l'amour que tu peux avoir en Bien sûr. travaillant avec. Mhm. Donc après, ça, faut avoir le recul pour le prendre. Mais c'est vrai que ouais, c'est assez fou comme relation, comme mentor. Mais c'est vrai que du coup, moi, avec du recul, pour revenir à la question, moi, du coup, j'ai pas de mentor vraiment. À proprement parler, À comme proprement. dans cette définition-là. Comme Mathis, comme vous le définissez. Là, j'en ai pas qui me vient de gens qui vraiment au quotidien. Mais tes Et des idoles inspirations. quand même. J'ai des inspirations. Ouais. Moi, Je j'essaie veux aller déjà, sur ce moi. terrain-là. Voilà. Je veux aller sur ce terrain-là. Qu'on puisse le mettre directement Voilà. dans la miniature. Non, ouais, j'ai des inspirations. Moi, j'aime beaucoup Sam Amar. C'est vraiment, même si tout ce qu'on peut dire sur lui, parce que c'est un mytho, etc. Moi, je fais partie des personnes qui regardent Sam Amar, qui regardent que du contenu long, que des conférences d'il y a 10 ans ou d'il y a 5, 6, 7 ans. Voilà, je trouve que c'est vraiment un gain de valeur exceptionnel. Je trouve ça fou d'ailleurs que ce soit gratuit comme ça sur YouTube. C'est vrai. Enfin, des fois, quand je vois ce qu'on paye et quand je vois ce qu'il y a sur YouTube, je me dis, mais les gens sont fous. C'est vrai. Les humains sont fous. Ouais, t'as raison. Et après, Oussama Amar, c'est vraiment pour le business, etc. Dans la période dans laquelle je suis actuellement, c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Après, au début, c'est comme tout le monde, Yomi Denzel. Bon, tout le monde commence par Yomi. C'est le mec que tu vois le Et plus. tu sais que c'est fou parce que malgré tout, Yomi, donc nous on l'a découvert il y a 5-6 ans parce qu'en Bien fait sûr. il était entrepreneur e-commerce et donc pour nous c'est Et comme obvious. pro, Si tu c'est fais trop e-commerce, si tu dis e-commerce, tu dis Yomi. Pour toi c'est même au-delà de ça, c'est Théophile Hélier, c'est d'autres encore qui étaient même là un peu avant. E-commerce, non, c'est Sébastien Cerise, moi. Ah oui. Et mais du coup c'est fou à quel point il a pu prendre le marché parce qu'effectivement maintenant peu importe qui fait du business, fou. c'est Yomi. Mais Alors le que- début, un mec qui fait du business depuis 10 ans, Oui, ou- oui. Mais même s'il est passé par Yomi, il y a très peu de chances qu'il regarde aujourd'hui ou qu'il Ouais. s'intéresse. Mais le début, c'est vraiment Yomi. Donc moi, ça a été vraiment ça, comme tous les jeunes entrepreneurs insupportables Ouais, d'Instagram. C'est vrai qu'il y a quand même un socle d'influence, en fait aussi gravite justement autour de Yomi ou Oussama Amar, qui est du coup une source d'inspiration pour toute la Bien génération sûr. d'entrepreneurs aujourd'hui. Après, je dirais pas que je suis fan. Tu vois, de là à dire je suis fan, je déteste dire ça. Et puis même dès que je croise des gens assez connus. C'est bizarre parce que comme Oussama, normalement, soit on le déteste, soit on l'adore. Oui, Et mais c'est rarement les je- entre-deux. ouais, mais c'est. Tu peux adorer quelqu'un, Oui, trouver sans très être fan, intéressant, ok. tu vois, sans être là, une photo. Tu vois, Ah oui, non, bien sûr. ouais. Ah oui, ok. Et moi je le vois comme ça et je suis très comme ça aussi dans la vie, c'est-à-dire même dès que je croise des personnes connues, j'ai aucune photo avec une personne connue dans mon téléphone, genre je trouve Ouais, ça parce que jamais. tu les sacralises pas en fait. Bah en fait et puis il faut pas Et il faut parce pas, que ouais. c'est quand tu discutes avec eux c'est des gens tout à fait normaux. Sinon d'autres personnes qui m'ont inspiré, j'étais très tourné foot donc les parcours de Ronaldo, moi j'ai beaucoup aimé, même Griezmann parcours qui n'était pas voué à percer au foot et au final il va en Espagne, il se fait recruter, il fait la carrière qu'il fait, tu vois, c'est exceptionnel. Même Riyad Mahrez aussi. Beaucoup de sportifs aussi, je trouve ça hyper intéressant. Et sinon si on peut parler des gens de ma famille, moi j'avais des grands-parents, arrière-grands-parents entrepreneurs, ouais, je dirais que ça a été des sources d'inspiration quand t'es petit.
quand tu vois faire du business, la manière de penser, la manière de réfléchir, de voir les gens, etc. Ouais, ça a pu être des déclencheurs sur le business, se dire mais regarde, c'est souvent le cas. ils roulent en BMW, nous on est en Dacia, à un moment faut, tu vois. Ils ont peut-être compris un truc. Ils ont peut-être vu quelque chose qu'on n'a pas vu ou fait quelque chose qu'on n'a pas fait, donc ouais, complètement. Moi, ce serait plus à ce niveau-là. Mais sinon, je suis pas fermé. En ce moment, c'est marrant parce que l'algo YouTube me donne pas mal de vidéos plus comme toi, c'est-à-dire de youtubeurs. Non mais de youtubeurs qui font pas 100 000 vues. Mais tu vois ça ce que va je pas veux... de me dire ça, tu vas me vexer. Non mais tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et en ce moment, je suis très tourné sur ça, donc des mecs qui font 1000 vues, 500, 1000 vues. Et je trouve ça cool, j'aime bien. Et justement, j'aime bien l'énergie francophone qui est actuellement sur l'entrepreneuriat. Et justement, je trouve que Oussama Ammar a poussé à ça parce qu'un travail qu'il a fait il y a 10 ans, là on commence à voir les résultats des mecs de 19, 20 ans, 25 ans se lancer, ouvrir des chaînes, tenter du business, sachant qu'il y en avait déjà avant, mais maintenant on les voit plus. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, à ce niveau-là, j'irais plus ces personnes-là. Moi, j'aime beaucoup. Après, je m'inspire. Franchement, j'aime pas les gens qui disent ça, mais je m'inspire de tout le monde. C'est-à-dire que je peux être. Moi, j'aime toujours du bon à prendre. Il y a du bon à prendre. Ouais, je discute assez facilement avec les gens. Donc, moi, j'ai des discours lunaires dans des hitch avec des mecs. Hier soir, hein, j'étais dans un hitch. Le mec, mais c'est pépite. Et tu vois, il t'explique la vie, comment faire, etc. Et tu te dis, mais toujours c'est fou. Toujours. Faut toujours être effectivement open mind. Et puis, même si c'est pas la même vision ou quoi, tu fais OK, qu'est-ce qui est sympa là-dedans? Ou même ne serait-ce que de fou. Comprendre leur raisonnement. Donc, des gens pensent comme lui. OK. Ouais. Tu vois, tu te dis, bah, du coup, ça a de la valeur parce que même toi, dans ta pensée business, ça t'aide à évoluer dans un certain sens. Tu vois, tu te dis, bah, s'il y a des gens qui pensent comme lui, ça veut dire que je peux même proposer un service pour les gens qui pensent comme lui. Enfin, tu vois, ça te nourrit dans tous les cas, les conversations. Puis même, avec les gens. pour faire le parallèle, j'aime beaucoup faire le parallèle au business. Dans le business, on me dit toujours, et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre, il faut prendre l'argent là où il y a de l'argent à prendre. C'est simple que ça. Et la valeur, c'est pareil, il faut la prendre là où il y en a à prendre. Ça peut être n'importe où, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Donc ouais, complètement. Donc j'ai pas d'idole, tu vois, mais j'aime beaucoup, je m'inspire beaucoup de ces gens-là. Je n'ai pas de grand frère malheureusement dans le business. Bon, on va passer à un autre sujet, donc les mentors, etc. Votre rapport au salariat, je sens que c'est un sujet sur lequel on peut parler 1h30, du coup je vais vous demander d'être peut-être juste très synthétique, mais parce qu'en fait on l'a déjà un peu évoqué, mais donc ça va être très rapide. Moi, votre point de vue, votre regard sur le salariat, Mathis, vas-y. J'ai pas de, je vois pas ça en mal, il en faut forcément, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Moi, c'est pas la voie dans laquelle j'ai envie de me diriger. Finalement, j'ai pas eu beaucoup d'expérience dans le salariat, mis à part juste voir les membres de ma famille hors toi qui sont dans le salariat. Tu peux être très épanoui en étant salarié. On parlait au début de recherche du bonheur, etc. Ça passe pas forcément par devenir entrepreneur à succès. Donc, moi, je sais juste que c'est pas là où je veux y aller, mais je comprends totalement que des gens puissent être épanouis dans le salariat. Mais je comprends aussi très facilement qu'il y a plein de gens qui ne sont pas épanouis là-dedans et que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ok. Le salariat, moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez incroyable. Excuse-moi. Le salariat, je trouve que c'est quelque chose d'assez incroyable parce que tu te dis, tiens, j'ai pas forcément de compétences, que je travaille bien, que je travaille pas, que je travaille... que je travaille pas, que je travaille bien, que je travaille mal. Dans tous les cas, je vais avoir un salaire. Je vais avoir de quoi vivre, je vais avoir ma sécurité, et donc je trouve que c'est une invention assez cool. Non mais franchement, non mais c'est vrai, non mais tu vois, moi il y a plein d'entrepreneurs qui sont là, oui je compte le salariat, moi pas du tout. Pour avoir eu beaucoup de salariés, même quasiment que ça dans ma famille, je comprends que ce soit salarié, et même moi j'ai été, donc je comprends le chemin, et je trouve que c'est quelque chose de génial, parce que quoi qu'il arrive en fait, que les affaires marchent ou pas, tout le monde peut être salarié en fait, il n'y a pas de barrière à ça. Bon, entrepreneur aussi, tout le monde peut être entrepreneur. Tu peux être viré si tu fous rien, hein, si t'es pas. Ouais, en France, faut y aller. Faut y aller. Dans le public, c'est plus dur, mais c'est vrai que dans le privé, tu peux te faire. Ouais, mais même dans le privé, tu vas au Prud'homme sur des grosses boîtes. Tu peux y aller. Il faut vraiment faire des fautes. Mais ouais, on a pas le même avis. C'est quelque chose d'assez, quelque chose dans lequel je suis pas contre, et je trouve ça génial comme invention. De toute manière, nous les entrepreneurs, on a bien besoin que des gens aient envie d'être salariés. Alors même si on n'a pas envie d'avoir des salariés plus tard. Donc, ouais, c'est le Graal, comme les business à l'ancienne, d'avoir ses employés, ces trucs complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour autant, et ça se fait de plus en plus, on recrute des freelances, en fait, des prestataires. Donc en fait, on recrute d'autres entrepreneurs. Dès qu'on a besoin d'aide sur des sujets, c'est souvent comme ça qu'on fonctionne, parce que le CDI coûte trop cher en France. De fou. Du coup, en fait, c'est
c'est d'une forme de salariat quand même, parce qu'en fait, tu as des gens qui sont prestataires, mais qui sont prestataires à temps plein, quoi. Donc à ce stade, c'est comme du salariat. En tout cas, eux, tu sais, en termes de mindset, c'est comme du salariat. Mais n'empêche que du coup, ils font leur compta tous les trimestres, quoi. Voilà, exactement. Et mais ok, bon, c'est intéressant. Moi, j'attends les oui-non avec impatience. Ouais, c'est le petit jeu de la fin, ça va être cool. Est-ce que vous vous sentez en décalage avec les gens de votre âge ? Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses qui sont pas... Je me sens en décalage avec les gens tout court. Le mec est fou. non, mais avec les gens de mon âge, oui. Donc oui. Mais avec les gens tout court, tu vois, sans prendre de haut ou quoi, là n'est pas le but. C'est juste que quand tu vois les discours de certaines personnes sur certains sujets, sur la vie, sur le salariat, sur l'entrepreneuriat en France, je parle quand on parle avec des Français, tu te dis putain mais et je me mets dedans avec toi, on est en décalage complet. Alors avec les gens de notre âge du coup oui, mais avec les gens tout court. Ouais, je comprends. Donc ouais complètement. Et toi Mathis, oui forcément. Ouais, moi je suis assez d'accord, je suis en décalage avec pas mal de gens, mes amis, je les adore. Mais c'est vrai qu'en fait sur certains sujets, on n'a pas du tout la même vision. Et moi du coup le boulot qui a une grande place dans ma vie, on n'a pas du tout les mêmes points de vue, les mêmes attentes, etc. par rapport à ça. Et c'est vrai que je me sens en décalage par rapport à ça. Et puis même le fait que j'ai quitté l'école, moi tous les gens que je fréquente en dehors du boulot, ils sont encore à l'école. Je vois que mes centres d'intérêt par rapport à eux peuvent changer. Ça ne m'empêche pas de bien m'entendre avec eux, mais c'est vrai qu'avec le temps, il y a une sorte de distance qui se crée et il ne faut pas la nier, quoi. Mais elle ne me met pas forcément mal à l'aise pour autant pour parler avec les gens. Vous n'avez pas ressenti de souffrance quelconque à un moment donné ? Non plus. Non, mais par contre, j'ai trouvé ça intéressant, mes centres d'intérêt pas changent, évoluent. Ouais. Et c'est vrai, c'est-à-dire que les gens avec qui tu avais des centres d'intérêt il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, maintenant ça évolue complètement et tu t'en rends compte et il y a une petite frontière qui se crée avec son entourage, que ce soit ami ou pas. Et c'est vrai que c'est assez compliqué ce niveau-là. Il y a quelqu'un qui me disait ça, quelqu'un d'assez intéressant, qui me disait qu'à chaque étape de ta vie, que ce soit financier ou social, tu prends que 1% de l'étape d'avant. Et du coup, à chaque fois, tu montes, tu prends les 1% et tu montes. Et c'est très vrai. Ouais. C'est très vrai. Mais par contre, il faut être prêt à ça. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me gêne pas du tout. Je suis quelqu'un, je peux m'entendre. Regarde, il y a 3 jours, on se connaissait pas, tu vois, on s'entend hyper bien. Voilà, c'est pas vrai. Non. et pourtant, je sais que moi, je fais confiance très vite, comme je peux me détacher très vite, etc. Donc, j'ai aucun souci là-dessus. C'est une menace. Oui. Et donc ouais, si, il y a un décalage quand même. Après, un décalage qui soit bon ou pas bon, hein, des fois, voilà. Mais ouais, si, il y a un décalage. Tellement. Et au niveau des... Et toi, t'as senti un décalage avec les gens de ton âge Parce que toi, du coup, les gens de ton âge, ils ont déjà certains un enfant, d'autres ils font leurs études, d'autres ils sont en BM. T'as très bien décrit la situation. J'aime beaucoup cet âge, finissent leurs études, certains sont parents, certains s'installent. Certains sont à Bali. Moi, je vais m'expatrier. On a vraiment des... Soi-disant. Et bon, moi, après, mon parcours, il est un peu singulier parce que avant d'être dans l'entrepreneuriat, je fais un petit aparté, mais j'ai eu un parcours très militantiste à l'opposé, à l'extrême gauche. Donc, j'étais un peu militant d'extrême gauche pendant un temps. T'es LFI, quoi. On te voyait si tu remontes 7 ans en arrière, ouais. Et en fait, ça fait un fou rire. Quand on voit le contexte, tu fais c'est pas possible. C'est impossible. Non, mais genre, tu regardes Rassemblement LFI à 7 ans, tu vois Hugo. FI. On voit des images. Oui, il y a des images de ça. J'adore. Mais ça prouve que tu vois, tu peux l'autosuggestion et tu peux t'auto-mindfuck et c'est génial. Mais ça montre qu'il y a. Alors, moi, l'une des leçons que j'ai, c'est une leçon d'humilité sur la vérité. Aujourd'hui, j'estime l'avoir, tu vois, dans la voie que j'ai prise, etc. Mais pour autant, je l'affirmerai jamais haut et fort. Je dirais pas j'ai compris. Parce que j'estime que, il y a 7 ans, j'estimais avoir compris aussi. C'est ça qui est fou, c'est que tes croyances il y a 7 ans étaient ancrées en toi et maintenant tu te dis mais c'est fou. Et pour ça quand je vois des gens croire des choses dures comme faire, dire non mais mec mais tu te rends compte de ça machin, c'est vrai et tout. Ça bouge. C'est pour ça que j'ai horreur du militantisme quand tu veux imposer absolument ton point de vue aux autres et tu te dis mais la vie c'est douter en permanence en fait. Ce que tu penses hier n'est plus le cas aujourd'hui, tu vois, et ne sera peut-être pas le cas demain, donc on a tous des expériences différentes qui nous font penser c'est ça, etc. Mais chacun pense ce qu'il veut, mais arrêtez de vouloir imposer votre vision de la vie aux autres, quoi. Et du coup, de fait, j'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de mon cercle amical, il s'est construit sur tous ces plans-là. Avec du coup, j'ai des amis qui sont dans le business, qui ont du coup un mindset business, qui vont avoir des habitudes business.
et je les aime d'amour. Et dans l'autre sens, je vais avoir des gens qui, du coup, vont avoir un regard très critique sur mes activités, vont pas comprendre, vont pas vouloir comprendre parce que ça les intéresse pas non plus. Et je les aime d'amour aussi. Et on ne traite pas les mêmes sujets ensemble, on vit pas les mêmes choses ensemble. J'aime les deux. Mais par contre, du coup, un décalage, ouais, forcément, quand je suis avec mes amis d'enfance, certains amis d'enfance qui, pour eux, ce que je fais, ça n'a aucun sens parce que soit ils sont dans des métiers plus académiques, j'ai un ami qui est avocat par exemple, ou dans des métiers plus artistiques, dans le cinéma, etc. Et qui a moi à côté qui suis en mode, moi c'est le business, c'est le pognon, moi c'est Bali, c'est le digital nomade, c'est Oussama Hamar, c'est tout ça. Forcément qu'il y a un décalage mais tu vois, ils ont jamais traité ça avec animosité, comme parfois il y a des coupures quand tu changes. Et enfin, tu changes de voix et que les gens ne comprennent pas, il y a de l'animosité, c'est en voix, bah non, t'es devenu un chien du capital. Et, ça, j'ai chaud, Hugo. Et donc, j'ai pas eu de séparation, il y a eu des questionnements, il y a eu des discussions, mais du coup, c'est toujours friendly. Et donc je n'ai pas de décalage, à part sur les centres d'intérêt, j'ai pas de décalage. Mais après, par rapport à ça, comme là on le disait tout à l'heure, dans tous les cas, dans la tranche d'âge de 26 ans, donc là 23, 24, 32, dans tous les cas, il y a des décalages complets. Parce que tu vois, t'en as qui ont des enfants, t'en as qui font leurs études, t'en as qui disent ouais plus tard j'aime bien faire ça alors que t'es déjà dans le plus tard mec. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, donc t'en as vraiment, dans tous les cas t'as un décalage. Alors que nous, les gens de notre âge, aucun décalage, on est tous pareils. Tous les mecs qui sont en école de commerce ou en études, ils sortent sur Paris le soir, ils vont en boîte le week-end. Nous il n'y a pas de décalage. Ouais. C'est pour ça que nous le fait qu'il y ait un décalage, il fait plus mal, il faut qu'on soit plus préparé parce que toi dans tous les cas il y en a un. Peu importe ce que tu fais, que tu sois salarié, etc. Dans tous les cas il y en a un. Alors que nous, justement, dans tous les cas, normalement, tu ne devrais pas y en avoir. Donc c'est assez intéressant et c'est pour ça que toi peut-être ça fait moins mal et que tu acceptes plus. Parce que nous, du coup, quelque part, ça évolue parce qu'on se dit, bah, comme il y a un décalage, on change. Et toi, tu te dis, bah, dans tous les cas, il y a un décalage. Ouais, donc, en vrai, tranquille, ouais. Mais si ça peut rassurer, je vois bien que vous avez besoin d'être rassuré, mais effectivement, bah, comme tu le décris, ça se tasse, quoi. Ça se tasse, parce qu'après, effectivement, bah, il y a plein de parcours de vie différents. Et puis bon, bah, en fait, il n'y a aucune importance à être dans le moule. C'est pas important. Ouais, et je sais que des fois, vous avez des parcours un peu singuliers, vous l'avez déjà compris, mais des fois, c'est des choses qu'on comprend tard, quoi. C'est-à-dire, ah putain, en fait, c'est pas grave d'être singulier et de pas faire comme les autres et de suivre son propre chemin, même s'il n'est pas aligné avec le chemin des autres. Et en fait, plus tôt tu comprends ça, plus vite tu peux faire un truc qui te plaît ou en tout cas qui t'inspire. Et trouver ton chemin, ouais. Parce qu'être dans le moule, franchement, ça n'a pas aucune espèce d'importance. Hein. Un esprit libre. Un esprit libre, exactement. FI. Les gars, on va passer au jeu. Oui, non ? Oui, non. J'adore. Donc, pour expliquer les règles, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je l'ai piqué à Hugo Décrypte et je l'ai piqué à Corps et Santé, donc je vous salue, on vous salue. Donc, c'est une série de questions où vous devez répondre juste par oui ou par non. Donc, on va commencer par Mathis, après on va commencer par Valentin. Je crois que les questions sont pas adaptées pour nous. Très bien. Oui, moi, j'ai regardé les questions, j'ai adoré. Quand j'ai le oui non, j'ai surkiffé. Bah, elles sont pour j'ai vous, répondu hein. dans ma tête quand j'étais devant moi, j'ai même débattu dans ma tête tout seul en mode non mais oui mais tu vois. De toute façon, il y a une question, tu seras millionnaire à 22 ans, je pense que oui. Je pense qu'effectivement là on fera l'impasse. Au pire, on verra si on peut répondre à d'autres questions, mais donc bon, Mathis, on va commencer par toi. Allez. Et donc tu peux répondre que par oui ou par non, pas de droit à la nuance. Ok. Merde. Est-ce que tu es plus doué que les autres gens de ton âge ? Non. Est-ce que tu es fier de toi ? Non. Pour réussir, faut-il de la chance ? Oui. Un peu. Prendre des vacances, c'est important ? Oui. L'amour est-il plus important que l'argent ? Oui, non, oui. Épargner de l'argent, c'est une bonne idée ? Non. Enfin, oui. Elles sont terribles, ces C'est questions. oui ou non, hein, c'est pas les deux. Hein. Oui. Quelqu'un qui passe 8 heures par jour sur un jeu vidéo, est-ce qu'il n'a pas d'avenir ? Non. Tu seras millionnaire à 22 ans ? Oui. Tu gagnes plus de 10 000 euros par mois ? Non. Le réseau est-il plus important que les compétences ? Oui. Peut-être avoir des compétences. Une routine matinale, c'est game changer ? Oui. Oussama Hamar est-il un menteur ? Non. C'est pour toi, Valentin. Ça. Les formations en ligne, c'est bien ? Oui. Mettre toute son épargne sur Solana, c'est une bonne idée ? Oui. C'est premier degré ou c'est premier degré non, le... Ah ok. Beaucoup de Solana, c'est pour ça. Ah ok. Moi je l'ai acheté à 170, je l'ai acheté à 30, j'ai tout vendu, je l'ai acheté à 70 et là je suis à moins 40%. Enfin tu vois, j'ai vraiment fait le pire move de ma vie en crypto, c'est
C'est un grand débat. C'est un Ouais, autre faudra sujet. qu'on- Valentin, t'es prêt? Ils sont horribles Je les suis questions. totalement prêt, tu peux y aller. Est-ce que tu es plus doué que les autres gens de ton âge? Non. Est-ce que tu es fier de toi? Ouais. Pour réussir, faut-il de la chance? Oui. Prendre des vacances, c'est important? Oui. L'amour est-il plus important que l'argent? Oui. Épargner de l'argent, c'est une bonne idée? Oui. Quelqu'un qui passe 8 heures par jour sur un jeu vidéo, est-ce qu'il n'a pas d'avenir? Non, ça veut rien dire. Tu seras millionnaire à 22 ans? Oui. Tu gagnes plus de 10 000 euros par mois? Non, je gagne pas plus de 10 000 euros par mois. Le réseau est-il plus important que les compétences? De très loin, oui. Une routine matinale, c'est game changer? De très loin, oui. Oussama Hamar est-il un menteur? Pas à un seul moment. Les formations en ligne, c'est bien? Oui. Mettre son épargne sur Solana, c'est bien. Pire chose au monde. Très rigolo, très rigolo. Limite, ce serait bien les questions oui, non. Tu sais, de pas les savoir avant. Parce que du coup, tu sais, là, Ouais. tu sais, il n'y a pas le non, mais oui. Parce que du coup, ça, moi, je l'ai eu chez moi. Ouais. Le, tu sais, le Tu as déjà réfléchi. oui, en fait. mais non. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais. Il n'y a pas un joker C'est là, il y a horrible. pas... Non, normalement, sur Ouais. une question, tu peux justifier. Il n'y a rien. Est-ce qu'il y a une question sur laquelle vous voulez revenir pour pouvoir Moi, je sais qu'il y en a nuancer. une ou deux où j'avais dit le joker chez moi. Une, on a dit. Pas deux. Ouais, Ouais. je- Tu peux avoir j'abuse. les questions? Ouais, tiens. Hop, Hugo. Pourquoi Hugo FAH? C'est une histoire un peu longue que je raconterai une autre fois. Ok, un contrat au resto. Ouais, bah, carrément. Est-ce que tu es plus doué que les autres? Oui, de ton mais t'es âge assez d'accord en fait finalement, Valentin, sur les questions. Ouais, de ouf. On était assez d'accord. Sauf sur le Solana. Ouais. Après, plus doué, tu vois, tu peux nuancer la question. Plus doué, ça veut dire quoi? Bah, Tu vois, moi, je peux très bien te répondre une réponse de 20 minutes sur oui que sur non. Et, sinon, moi, pour réussir, c'était l'amour est-il plus important que l'argent? Ça, ou tu vois, c'est joke. Tu vois, tu peux pas. Une question où on a une réponse différente. Enfin, ouais. C'est sur la fierté. Ouais. Ouais, pardon. Pourquoi t'es pas fier? Mais parce qu'en fait, je suis content. T'estimes de rien avoir fait? Je suis Oh, content de ce que je fais, de mon parcours, etc. Mais pour moi, fierté, c'est un peu le Saint Graal. Genre, je peux presque être insolent et aller crier sous tous les toits Ah ce ouais, que non, j'ai fait, c'est- etc. ok. Et en fait, j'ai beaucoup de mal avec la fierté. Et même, des fois, je parle avec ma copine, etc. Et elle me dit, t'es fier de toi? Enfin, elle me dit, ouais, je suis fier de toi, etc. C'est bien, t'as fait ça, tout ça. Et moi, j'arrive pas à être d'accord avec ça. Je suis content de ce que je fais, mais en fait, j'estime pas avoir obtenu vraiment ce que je voulais. Et peut-être que justement, quand je serai peut-être millionnaire, je pourrais dire, je suis fier de Non, moi. je pense pas. Et je pense pas non plus. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure entre être content et contenté. C'est-à-dire Ouais, qu'au bout d'un C'est ce moment, que j'allais dire. tu seras millionnaire, mais tu verras, ouais, mais Ouais, Didier, lui, il est multimillionnaire. Sacré Merde. Didier. Ouais, mais il y a un mec Ouais, en Rolex c'est sur le podcast. Enfin, voilà, à un moment, faut y Voilà, aller, tu vois. à un moment, genre, faut mettre les yeux Ouais. sur terre. tu vois. Ah, mais j'allais en venir. Mais du coup, c'est ça, je suis très content de ma vie. Franchement, j'adore ce qui se passe. Mais fier, je sais pas, pour moi, c'est un mot qui est trop grand et j'arrive pas à mettre de la fierté actuellement dans. Ok, dans mon parcours. c'est intéressant parce que je trouve que la fierté à ce niveau-là, faut être fier des petites choses comme des grandes. Mhm. Donc, ça veut dire que si t'es fier, ça veut pas forcément dire que t'as fait des grandes choses. Moi, je le vois comme ça. Et en plus, on est à un âge, faut le savoir, 18, 23. C'est le moment où t'as le plus d'audace, de fierté de ta vie. Ouais, t'es un Tu petit te con. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, je le vois comme ça. Et je sais que là, je fais des trucs, je fais des choses que j'aurais jamais, que peut-être dans 2, 3, même il y a 6 mois, j'ai fait des choses. Je me dis, mais mec, mais j'ai dit ça, j'ai fait ça. Et c'est l'audace de la jeunesse, la fierté de la jeunesse, et c'est ça qui est fou. Donc, je suis obligé de dire oui, je suis fier, parce que tu peux pas. C'est con, mais déjà, juste vendre quelque chose, tu peux pas vendre quelque chose sans être fier, sans être convaincu, et sans être fier de ce que tu fais, etc. Mais est-ce que tu confonds pas la confiance en toi et la fierté? Tu vois ce que je veux dire? C'est, Oui, il y a les deux, mais la fierté. Après, c'est vrai que la fierté, on ne le met pas sur le même piédestal, Mathis et moi. Toi, tu le mets sur quelque chose vraiment de fier, c'est vraiment le Saint Graal. Moi, je vois la fierté comme, par exemple, je suis fier, je sais pas, de m'être fait à manger hier, tu vois, genre, je suis fier de moi. Non, mais c'est. Ouais, non, mais c'est Mantis Move, ouais. dire. Oui, pour toi, tu peux être sûr à toi. Yes. Les entrepreneurs ne se font pas Ouais, à manger ok, généralement. bah, hein. voilà, tu vois, exemple typique. Donc, ouais, moi, je le mets sur un moins piédestal que Mathis, donc c'est peut-être pour ça que la nuance. Je pense qu'on est assez d'accord, mais finalement pas sur la définition du mot en fait. Ouais, c'est ça. En fait, on le met pas sur le. C'est vrai, ouais, on est assez d'accord. Il n'y a pas de débat en fait. Faut créer un débat. Ça marche. Et toi, Donc, t'as Hugo, une question t'es LFI du coup. Comment mettre. On vous embrasse tous. En fait, venez tous, que Mais ce soit venez les tous, filles mais- On aime tout le monde. ou les autres. Moi, j'ai un pote à moi qui fait hyper bien.
le moi de Jean-Luc Mélenchon, le maire. Ouais. Moi. Il le fait, mais à la perfection. Mais c'est impressionnant. Donc quand t'as dit à l'affiche, j'ai direct. On l'invitera sur le podcast. Vas-y, de fou. Et Mélenchon. On lui dira de faire. Mélenchon. Faire, mais vous, c'est à cause de vous. Moi. De fou. Et ouais, c'est vrai qu'on a assez. Après, on a le même âge, à peu près. On fait à peu près les mêmes choses, le même mindset. Oui, c'est cohérent. Après, peut-être que quand on va discuter, on va se dire, mais mec, tu peux pas dire ça et tout, sur certains trucs, c'est sûr. C'est dur, là, de toute façon. Mais c'est vrai que là, moi, j'ai pas vu le temps passer. C'est vrai que là, je pourrais durer encore 2-3 heures. Ouais, facile. Mais malheureusement, les gens qui nous regardent, ils voient le temps passer. Au bout d'un moment, ils disent Ouais, ils sont en mode, ouais. 1h50 qui parlent, c'est qu'on l'a. Putain, c'est fou. Donc, Ouais, c'est vrai. bon. Donc ça va Non, dépendre on va essayer de s'arrêter là quand même. de ce que disent les gens, mais si jamais vous voulez revoir Valentin et Mathis dans le podcast, eh ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous voulez pas les voir, mettez-le aussi Mettez-le en en commentaire commentaire. parce que ça aide pour l'algorithme. Un like, un partage, Mettez la cloche. mettez la cloche, c'est important. Vous avez dans la Et description. si on vous sort nous le lien. écoutez sur podcast audio également, n'hésitez pas aussi à mettre une note, notamment sur Apple Podcast. Ça nous aiderait bien. Eh oui. 5 sur 5, c'est possible. Oui, idéalement. Et bon, bah écoutez, c'était un plaisir, Mathis, Valentin, de vous avoir. C'est génial. C'était super intéressant et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire cet exercice sur d'autres sujets parce qu'effectivement, il y a quand même plein de trucs à traiter. Et bon, bah à très bientôt et on vous dit au prochain épisode. Et ciao, bye. Bye bye, ciao. Salut. Ciao tout le monde.